Salut, c'est Paul. Je suis hyper content de t'accueillir pour un nouvel épisode de Skyrocket 21, le podcast qui décrypte les facteurs de performance d'athlètes de haut niveau et d'entrepreneurs passionnés. On va parler analyse de la perf, nutrition, récupération, prépa mentale et physique et plein d'autres choses. À la fin de ton écoute, tu seras en mesure de répliquer les routines qui fonctionnent pour le ou la top performer qui se trouve devant mon micro. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un gentil commentaire, ça m'aide beaucoup pour faire connaître le podcast. C'est parti pour l'épisode, let's go! C'est encore moi. Bon, je t'avoue que je me suis peut-être un peu enflammé sur l'intro, mais j'espère qu'elle t'a donné envie d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, à tout de suite. Salut Arnaud, comment ça va? Salut Paul, la forme et toi? Très bien. Écoute, merci de nous accueillir dans tes bureaux à Station F sous la neige parisienne en ce 18 janvier. Écoute, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur. J'ai fait une école d'ingé en informatique, INSA Lyon, et puis un doctorat en informatique. Et depuis quelques années maintenant, je suis à fond dans l'entrepreneuriat. À côté de ça, niveau sport, qui est aussi l'objectif de ce podcast, je prépare ma ceinture noire de karaté, premier dan, qui devrait être pour le courant de l'année si tout se passe bien. Super. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots peut-être les projets que tu portes actuellement? Oui, bien sûr. Je gère 2 entreprises actuellement. La première, c'est une start-up dans le Web3. On fait des NFT publicitaires, ça s'appelle Flambeau. Donc, c'est une start-up à Station F qui a été créée avec le programme Entrepreneur First, IF, depuis bientôt 2 ans maintenant. Et mon autre entreprise, c'est une entreprise de e-commerce. On vend des bijoux fantasy en ligne que j'ai créé avec l'un de mes amis qui est associé. Et du coup, une centaine de milliers de bijoux vendus. Tout à fait, ouais. On a, depuis la création du projet, il y a 4 ans et demi maintenant, on est à plus de 100 000 bijoux vendus et plus de 40 000 clients. Top. On reviendra sur tes expériences un peu plus tard. On va commencer par essayer de comprendre comment t'en es arrivé là et quelle a été tes premières expériences qui ont fait que tu es devenu docteur en informatique et entrepreneur surtout. J'ai commencé par un parcours en informatique. À 8 ans, j'ai commencé à être sur un ordinateur. J'ai un ordinateur dans la famille. Ma sœur était partie voyager en Amérique du Sud, donc il fallait un moyen de communication avec elle. Les lignes téléphoniques coûtaient trop cher à l'époque. Donc on a fait installer un ordinateur. Et un jour, j'ai décidé d'aller sur l'ordinateur pour l'explorer. C'était quoi comme ordi? C'était un Windows Millennium. Ok. Je me souviens plus de la config, mais on avait le gros écran cathodique, les petites enceintes qu'on mettait à côté à l'époque, et la tour. Et j'ai fait mes premiers pas là-dessus. C'est là qu'est née la passion. Donc j'ai commencé un peu avec les jeux qui étaient proposés par défaut sur l'ordinateur, puis à explorer de plus en plus de choses. La vérité, c'est qu'à l'époque, je regardais à la télé, il y avait la Star Academy, j'avais 8 ans à l'époque, et je voulais faire chanteur, c'était le truc que j'avais en tête. Et j'avais remarqué que sur l'écran, il y avait un petit micro. Je me suis dit, ok, s'il y a un micro, c'est qu'il y a une possibilité d'enregistrer sa voix, il faut que je trouve comment faire. Et un jour, j'ai allumé l'ordi, je suis allé explorer toutes les options, tous les programmes un par un. Donc dans le menu démarrer, j'ai tout ouvert un par un en commençant par le bas et en cherchant le magnétophone qui était en fait dans accessoires, donc c'était par ordre alphabétique. Donc en commençant par le bas, j'ai ouvert tous les programmes. J'ai dû lancer des connexions internet, bref, jusqu'à trouver dans accessoires le magnétophone. J'ai trouvé comment enregistrer ma voix et suite à ça, j'ai demandé à mon père d'écrire des paroles et j'ai fait un petit clip musical sur Windows Movie Maker à l'époque. Et donc j'avais fait mon premier clip à 8 ans avec l'ordinateur. Et ça a été la première fois que j'ai vraiment un peu dompté la bête. Okay. Suite à ça, j'avais plus peur d'aller sur l'ordi. Donc j'ai continué. Donc la passion a débuté à ce moment-là. Arrivé à 11 ans, j'étais au collège, 6e. J'ai fait mon premier jeu vidéo. Donc je me souviens que j'étais en études. J'étais obligé de rester après les cours en études, faire mes devoirs. Donc ça, je torchais ça vite fait. Et après, j'ai dessiné les cartes de mon jeu. Et quand je rentrais le soir, j'avais le droit à 1 heure d'ordinateur. Ma mère me restreignait à 1 heure par jour max, ce qui était, je pense, la plus grosse erreur qu'elle a faite dans son éducation, puisqu'en me limitant à 1 heure, même si je n'avais rien à faire sur l'ordinateur, j'y allais forcément, parce que c'était mon heure fétiche, favorite. J'avais le droit à l'ordinateur pendant ce temps-là, donc j'y allais explorer. Et j'ai réussi à créer mon petit jeu vidéo, qui était un petit jeu 1 an plus tard. Donc je faisais ça avec un logiciel qui s'appelait RPG Maker. Très bon outil que je recommande. Okay. À l'époque, en tout cas, c'était cool, RPG Maker XP. Et
L'année d'après, j'avais trouvé des scripts, j'avais commencé à faire un MMORPG, donc j'avais un serveur, je distribuais un client à mes potes et on jouait en ligne sur le jeu que j'avais créé. Donc c'était fun. Ok. À quel âge ça? Du coup, là, j'avais 12 ans, ouais. Ok. Ah oui, ouais. Ça, c'était amusant. Et ouais, donc, suite à ça, je me suis rendu compte que je passais pas mal de temps dans le code grâce à cet outil. Au début, je voulais faire level designer. Et en fait, très rapidement. C'est quoi le level? Ah oui, c'est dans pour les jeux les vidéo. jeux vidéo, ouais. Ok. Tout à fait, level designer dans les jeux vidéo, c'est celui qui conçoit les maps dans lesquelles le joueur va déplacer son personnage. Je trouvais ça assez intéressant, créativement parlant. Et en fait, je me suis rendu compte que je passais tout mon temps dans le code pour toujours essayer de modifier un peu le jeu. Et là, je me suis dit, ok, il faut peut-être s'orienter par là. Donc, commencer à apprendre, à l'époque, HTML, CSS, PHP, vite fait avec des tutos sur Internet. J'ai lancé mon premier petit site. J'ai souvenir qu'au début, je ne comprenais pas PHP, j'essayais d'exécuter le langage comme ça sur mon ordi, de l'ouvrir dans le navigateur, ça ne marchait pas, je ne comprenais pas la notion de serveur. Ok. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais j'avais 11-12 ans, c'était à peu près cette période. Ok. Ensuite, à 15 ans, j'avais déjà fait donc, en troisième quelques sites. J'avais mon site web perso. J'ai souvenir de... Qu'est-ce que je faisais? On jouait à l'époque à Dofus, donc je faisais pas mal de sites autour de ça, Ok. toujours pour le fun. Et j'avais des idées, mais rien de très applicable encore. Ok. Troisième, j'ai fait un stage de découverte. On fait le stage d'une semaine. Et ce stage d'une semaine, je l'ai fait en réparation d'ordinateur. Et c'est là où j'ai appris à réparer des ordis, en fait, dans le magasin, on va dire, dans ma ville, quoi. Ouais. J'ai appris à réparer des ordis. J'étais avec un technicien. Très rapidement, le courant est bien passé. Ils ont vu que j'étais à peu près sérieux, je faisais ce qu'on me demandait et je le faisais correctement. Donc on a établi un bon contact et ce technicien me parlait de son projet qui était d'ouvrir son propre magasin de réparation d'ordi dans quelques mois après. On est resté en contact et quelques mois après, effectivement, il a lancé son magasin dans lequel je suis allé travailler pendant pas mal d'étés autour de mes 15, 16, 17 ans. Ok. Donc j'allais l'été bosser là-bas, un mois à peu près. Je n'étais pas rémunéré, mais bon, j'apprenais à réparer des ordis. Et en fait, c'est grâce à cette connaissance-là que ça m'a permis de débuter mon premier business, qui à l'époque, je n'étais pas vraiment au courant que c'était un business, mais je réparais les ordis au début de la famille, puis des amis, puis les amis de la famille, puis des amis, puis commencer à des personnes que je ne connaissais pas. Ouais. Commencer à récupérer des pièces de vieux ordinateurs par-ci, par-là. J'ai souvenir, une fois on était allé avec mon père à la déchetterie pour chercher des vieux ordis, Ok. je récupère des composants. Mon père distrayait le mec de la décharge, de la déchetterie, pendant que moi j'ai essayé de récupérer un ordi. Ok. J'ai réussi. Je récupère l'ordi, j'arrive à la maison, je démontais les barrettes de RAM, parce qu'à l'époque tu rajoutais des barrettes de RAM dans les PC des personnes, Ok. et le PC il repartait, quoi. Ok. Ça, plus un peu de cleaning au niveau du software. Dans le pire des cas, je formatais, je remettais un OS en sauvegardant les données avant. Toujours est-il que ça m'a permis de faire mes premiers business et je faisais les factures sur des post-it. Bon, je leur mettais barrettes de RAM, 5 €, nettoyage des virus que j'avais appris du coup comment faire durant mes stages, les stages et les jobs d'été, 10 €. Puis à la fin, je faisais une petite facture sur post-it. Les personnes, au début, ils me donnaient ce qu'ils voulaient, puis après, je faisais ces petites factures. Puis ça me faisait 20 € et ça m'a permis d'acheter des CD de musique. On y reviendra après. Ouais. Les CD de musique qui ont une importance pour la suite. Ok. Ensuite, je pars au lycée. Scientifique. Je me débrouillais à peu près à l'école, donc ça a été. Puis option sciences de l'ingénieur. Je fais un bac S sciences de l'ingénieur, donc déjà cette visée un peu plus technique. Et option informatique et sciences du numérique. Pareil, là-bas j'ai fait un site, ça s'était bien passé. Ok. Tout ça pour ensuite commencer un DUT informatique. Donc là j'avais compris que l'informatique c'était vraiment ma passion. Là, tu avais laissé de côté le chant. On y revient avec les CD après. Non, le chant, c'était une mauvaise idée. Ok. Très mauvaise idée que j'ai découvert plus tard. Donc, à 8 ans, j'avais fait mon premier clip. Ouais. Mais quelques années plus tard, 11 ans, CM2, on a un spectacle musical d'école. Ok. Je me souviendrai toute ma vie de ça. Il y avait donc cette dame qui était une chanteuse qui s'occupait d'organiser le spectacle, qui nous fait chanter, nous fait répéter. Et là, on chante tous. Et elle dit non, mais il y a quelque chose qui va pas et tout. Ça va pas. On répétait et tout, moi ça me saoulait. J'en ai ras-le-bol de faire ces chants qui ne m'intéressaient pas. Ouais. Et là, du coup, je fais du playback. Ok. Et en faisant du playback, à la fin, elle dit oh, et là, ça allait beaucoup mieux. Et je me dis ah non, c'est quand même pas moi.
Elle dit, allez, on le refait une dernière fois. Je me dis, ok, c'est le moment de tester. Et là, je me remets à chanter. Elle dit, non, non, là, ça va plus du tout. Donc j'ai compris que c'était moi qui chantais mal dans le groupe. Donc j'ai arrêté à partir de là ma carrière de chant, Ok, d'accord. morte dans la prématurée. Donc dans la musique, on y reviendra. Mais donc je débutais informatique où je me dis, ok, on va partir dans l'informatique, très bien. On va faire un bac+2, ce sera pas mal. Ça permettra d'avoir un job. Il s'avère que pas mal de choses qu'on avait en cours d'IUT, hyper intéressant d'ailleurs, c'est l'une des meilleures écoles que j'ai faites. Pas mal de choses que j'ai vues durant l'IUT, je l'avais déjà vu au préalable, tout seul, en apprenant sur Internet. Par exemple, premier cours de base de données, on avait un prof qui avait une pédagogie un peu particulière. Aucun de mes potes n'avait compris ce que c'était qu'une base de données en informatique. Là où moi, je savais déjà, j'assimilais ça à un tableau, avec des colonnes, des lignes, etc. Donc c'était assez clair. Et eux n'arrivaient pas à comprendre ce concept. Donc j'avais une petite longueur d'avance que j'avais apprise par moi-même. Donc là, ça a été, j'ai fini deuxième de l'IUT. Ensuite, j'ai eu la possibilité, grâce à ça, d'aller en école d'ingé, de faire l'INSA du coup, l'INSA Lyon. Ce qui nous connecte d'ailleurs. Exactement. L'INSA Lyon, département IF. Donc j'ai atterri là-bas. Bonne école, c'est très sympa. Appris pas mal de choses aussi, on rentre beaucoup plus dans le détail. L'INSA, ce qui m'a pas mal permis, c'était de faire des stages. Donc, j'ai pu faire pas mal de stages à l'étranger, notamment. Je suis parti à Londres, en start-up. Donc là-bas, j'ai travaillé 4 mois en start-up de jeux mobiles. C'était des jeux mobiles d'entraînement cérébraux. Ok. Donc on imagine des petits jeux un peu la Dr Kawashima qu'il y avait sur Nintendo DS. Ouais. Ok. Mais pour essayer d'augmenter sa mémoire, sa rapidité, sa réflexion, son agilité mentale. Ok. Ça existe encore aujourd'hui? Ça existe encore, ça avait été racheté à l'époque par Hachette Édition. Ok. Donc l'entreprise, la start-up s'appelait Peak Brain Training, qui sortait l'application mobile Peak, racheté par Hachette Édition. Donc on avait vu le CEO, à l'époque c'était Arnaud Noiry, si je dis pas de bêtises. On l'avait rencontré, c'était très sympa. Et donc ouais, dans l'informatique toujours. Ouais. Deuxième stage que j'ai effectué à l'étranger, c'était chez HubSpot, à Dublin. Ça me permet aussi de bosser mon anglais. Et suite à ça, je me suis dit, très sympa, mais je suis peut-être pas fait pour travailler dans une entreprise de quelqu'un d'autre. J'avais fait un stage durant l'INSA, mon premier stage du coup, de 3e année, qui était en recherche. Ok. Et l'aspect recherche me plaisait, je me disais, il y a quelque chose à faire. Donc, notamment pas mal de personnalités dans l'informatique qui ont fait des choses assez importantes, étaient passées par une thèse. Les patrons de Google, les 2 créateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, s'étaient rencontrés à Stanford en doctorat. Donc je m'étais dit, ok, pourquoi pas, on va aller voir ce qu'on peut faire en recherche. Et donc j'ai décidé d'aller en thèse à Sorbonne Université à Paris, faire un doctorat en informatique et plus précisément en système distribué. Ok. Donc ça, c'était en quelle année, si tu peux rappeler? J'arrive en thèse en 2018. Ok. 1er octobre 2018, début de la thèse. Ok, ouais. Et système distribué... En clair, Ouais, est-ce que tu peux expliciter un peu? système distribué, on prend plein d'ordinateurs, on les connecte entre eux, donc on a une grosse puissance de calcul. Sauf qu'un ordinateur, tout le monde le sait, ça arrive que ça tombe en panne. Et quand on en prend des milliers, des dizaines de milliers qu'on les connecte entre eux, la panne, elle est systématique. Il y aura au moins 1 ou 2 pannes par jour. Dans les data centers, les gros data centers, c'est ça. Ok. Par conséquent, il faut concevoir des programmes qui, 1, permettent de distribuer le calcul sur plusieurs ordinateurs en même temps, et 2, prennent en compte la tolérance aux fautes. C'est-à-dire qu'il y a un ordinateur qui tombe en panne, il faut que le calcul continue de s'effectuer et que le programme se déroule comme il faut. Ok. Donc le système distribué, c'est comment tu répartis ton calcul sur un ensemble d'ordinateurs en prenant en compte toutes les problématiques qu'il peut y avoir, potentiellement des ordinateurs malveillants. Moi, je ne me suis pas intéressé à ce sujet-là, mais donc voilà, le système distribué. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, si, c'est clair, je pense. Et puis pour, peut-être en cas d'usage, on peut parler de, peut-être tu vas y venir, mais de blockchain, que les gens, Exactement. Aujourd'hui, pourquoi je te demandais la date aussi, c'était un peu des dates clés de la popularité du Web3 qui a émergé aussi dans ces années-là. Donc tu as fait une thèse pile dans le sujet un peu qui était chaud du moment, quoi. À l'époque, ouais, c'était chaud. Ouais. Ça l'est toujours, mais on va dire différemment. Je m'intéresse à tout ce qui est blockchain, précisément Bitcoin, depuis 2010. J'avais lu un article à l'époque sur corben.info,
Ok, Donc, c'est Corben, c'est quoi? Corben, c'est un Ok, blogueur français qui maintenant vit de son blog depuis quelques années et qui écrivait des articles sur les nouveautés informatiques et technologiques de manière générale. Hyper intéressant. Et un jour, je vois Bitcoin, un système distribué pour le coup, donc une blockchain, qui permet de gagner de l'argent, ou du moins un système de transfert d'argent entre ordinateurs. Ok, donc je m'intéresse un peu à comment ça fonctionne. Je décide d'installer Bitcoin sur mon ordi, sur un de mes vieux ordis que je récupérais à droite à gauche. Je teste, bon, ok, très bien. À l'époque, donc le Bitcoin avait déjà une valeur très faible, c'était autour des $7 en 2010. J'en veux pour preuve que j'ai même tweeté que je bidouillais Bitcoin, que j'avais découvert Bitcoin, donc j'ai un vieux tweet sur mon Twitter, enfin sur X maintenant, ouais, de 2010. ok. Et pour rappel, aujourd'hui, combien, juste pour qu'on se rende compte, ça vaut combien? Aujourd'hui, je crois qu'on est dans les 40 000, Ouais, c'est ça, là, c'est remonté, je crois, par là. et le plus haut, ça a été dans les 60 000. Donc toi, 7 $. $7. Ok. Et je me souviens, donc je m'intéressais à ça, et j'en parlais un peu en cours, à l'intercours, avec des potes. Et il y en avait un qui me dit « Ah, c'est pas mal ton truc et tout ». Il se renseigne de son côté, il installe le client pour miner du Bitcoin sur l'ordi de son père. Ok. Et bien sûr, quand on veut miner, on prend les ressources de l'ordi. Donc l'ordi se met à ramer énormément. Et là, il se fait défoncer par son père parce que son ordi ramait de ouf et qu'il avait essayé de miner du Bitcoin. Ok. Miner, c'est le fait de faire des calculs pour valider, enfin pour faire fonctionner en gros le protocole. Exactement, Voilà. ouais, tout à fait. Donc dans Bitcoin, à chaque fois qu'il y a un échange, on va l'insérer dans un bloc. Et les blocs s'enchaînent entre eux, d'où la notion de bloc enchaîné, donc de blockchain. Ouais. Voilà. Chaque transaction, donc on les insère dans des blocs. Et pour insérer une transaction, il faut faire un calcul, il faut résoudre, donc quand on est en proof of work, c'est l'un des systèmes de blockchain, il faut résoudre un calcul mathématique complexe pour les ordinateurs, qui prend du temps et qui prend des ressources. Ouais. Et encore plus en 2011, c'est ça? Là, t'étais en 2011, c'est ça? Ouais, on était 2010-2011, c'est à peu près ça. Donc ouais, ça prenait des ressources, mais c'était encore accessible à l'époque sur nos ordinateurs personnels, on pouvait le faire. Ok, d'accord. Ouais, de nos jours, il faut des ordinateurs dédiés avec des puces, des ASIC, ou j'ai même plus trop suivi au niveau de Bitcoin comment c'est maintenant. Ok. Donc voilà, et à l'époque d'ailleurs, donc ça avait une valeur, $7, comme on le dit, mais tu pouvais en acheter. Il y avait MTGOX à l'époque, qui était une plateforme de marché, comme maintenant il y a Coinbase, Kraken, Binance, qui depuis, ils ont eu des histoires, ils ont eu un gros hack, ils ont dû déposer le bilan. Ok. Et tu avais des faucettes, c'était donc des robinets, le concept de robinet, où tu avais des sites où tu cliquais sur des petites pubs. Il y en avait un notamment, c'était un jeu avec un lapin, Rabbit. Tu cliquais sur lequel des 4 lapins allait arriver en premier, et si c'est toi qui gagnais, tu gagnais 0,000001 Bitcoin. Ok. Tu étais tout content. Et je crois que j'ai regardé il y a quelques années, en gros, je faisais ça tous les soirs en rentrant de l'école, j'avais une trentaine de liens dans mes favoris. Ouais. Je me mettais sur l'ordi et tac tac tac, j'essayais de récupérer quelques petits Bitcoins en me disant, je sais pas trop, mais je vais peut-être pouvoir faire quelque chose un jour avec. Et au bout de... voilà, il y a quelques années, quand le cours avait pas mal monté, j'ai re-regardé combien j'avais, et en fait j'avais $20. J'avais fait $20, c'était pas ouf. Ouais, c'était pas ouf. Mais je m'intéressais déjà à ça, et ouais, quelques années après, il y a Ethereum qui est arrivé, 2016, si je dis pas de bêtises. J'étais à Londres en 2017, et tout le monde parlait de Ethereum, c'était la folie. Donc si on fait un parallèle assez basique avec notre monde réel, donc Ethereum c'est une autre crypto-monnaie, tout comme Bitcoin. Bitcoin, c'est le parallèle, c'est de l'or. Donc dans la vie de tous les jours, c'est comme si on avait des lingots d'or. Pas très utile pour payer. On va pas aller acheter sa baguette en râpant un petit peu un bout de son lingot d'or. Mais quoique maintenant, plus que des lingots. Parce que j'ai déjà vu une boulangerie qui acceptait du Bitcoin. Ah ouais, ça arrive de plus en plus. Des pizzerias. Tout à fait, parce que c'est divisible jusqu'à 18 décimales. Là où l'euro, en monnaie courante, on va dire, en espèces, on peut le diviser de 2 décimales, 1 centime. Là, on peut le diviser en 18. Donc tout à fait, on peut. Et la différence donc, entre Bitcoin et Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, en termes de valeur de marché, c'est Ethereum, le meilleur parallèle, c'est le pétrole. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de faire une action, quelque chose, ça consomme, on a besoin d'un carburant, les gaz fees, qui permettent d'exécuter le smart contract et d'exécuter du code. Bref, ça permet donc de faire avancer le système. Donc moi, je me suis pas mal intéressé à Ethereum, et quand j'étais à Londres, tout le monde en parlait. Il y avait un mec dans l'équipe qui était devenu millionnaire grâce à ça. Il avait mis 1000 balles. À l'époque, ça valait 1. Donc c'était monté à 1000. Voilà. C'était assez cool. Et notre CEO, Itamar, lui aussi avait investi à l'époque en crypto. Et une fois qu'il a revendu Peak,
eh bien, il est parti à fond dans la crypto, dans le Web3, et il a créé Argent Wallet, qui est l'un des plus gros wallets crypto, Ok. Ethereum, au monde actuellement. Il a levé 60 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ok. Ça va, je connais pas du tout, mais en France, c'est utilisé ou pas? Par rapport Ouais. à MetaMask, par exemple. Alors MetaMask, en fait, c'est vraiment le plus connu qui est disponible Ouais. sur l'ordinateur, c'est accessible. Mais dès que tu veux un wallet mobile, Ok. Argent, c'est très, très répandu. Ok, Et ils d'accord. ont notamment résolu le problème de MetaMask où si tu perds ta clé privée Ouais. ou ta passphrase, bah, tu as perdu tout l'argent que tu avais dessus. Et eux, ils ont inventé un système de guardians où tu vas définir des gens de confiance qui peuvent être des membres de ta famille, Ok. ta femme, des meilleurs potes. Et le jour où tu perds ton mot de passe, ou tu perds ton téléphone ou autre, pour le récupérer, il faut que tu aies au moins la moitié de tes guardians qui disent oui, cette personne-là a perdu son téléphone et on accepte de retrouver Ok. le wallet. Donc il y a des systèmes de partage de clés privées, etc. Ok, ouais, ça c'est intéressant parce que c'est un gros problème quand même dans la crypto, justement, enfin, que ce soit, mais même quand tu l'as en physique, si tu as ton ledger ou autre, j'en connais pas d'autres, mais qui est avec toi, ouais. Là, les Guardians, moi, justement, je sais que j'ai mis ma phrase, enfin, les 24 mots, c'est ça? Ouais, tout à fait. Que justement, j'en ai mis chez mon père, chez ma mère et tout. C'est un peu comme ma manière de les sauvegarder, mais... Parce qu'il y en a même j'avais entendu qui disaient, mais pourquoi les banques, ce sera toujours utile? C'était un peu le débat, il n'y aura plus besoin de banques quand il y a les cryptos, et ceux qui étaient justement experts et pro-crypto, ils disaient, mais non, il y aura toujours besoin des banques, parce que nos clés privées, on va les mettre dans des coffres forts qui sont ignifugés, hyper ultra sécurisés dans des banques, tu vois. Après, ouais, il y a cette question, effectivement, la banque, tout comme l'État, si on perd notre carte d'identité ou nos papiers d'identité, ou par exemple, notre carte bleue, la banque peut annuler l'ancienne, l'État annule l'ancien papier d'identité et est capable d'en réémettre en vérifiant Ouais. qui on est. Ça, dans la crypto, ça va arriver. Il y a des choses qui arrivent autour de ça. Ok. Mais d'ailleurs, en fait, je suis en train de me rendre compte que tu t'as pas présenté. Enfin, bon, t'as fait tout le. Parce que du coup, là, on est parti pleine balle, crypto, informatique. Ouais, j'aurais bon, pu faire un du coup, overview plus général. ouais. Peut-être que je C'est pas- refasse. Non, non, bah, c'est pas grave. De toute façon, là, on va y arriver. T'es au lycée, là? Non, t'as passé. Donc j'ai fait lycée UT, école d'ingé, Ouais. thèse. Thèse. 3 ans et demi de thèse, 3 ans et 5 mois pour être précis. Et donc je soutiens ma thèse, c'est validé. Et suite à ça, je pars dans l'entrepreneuriat. Je me dis, ouais, voilà, la thèse en 2 mots, c'était hyper intéressant. Mais l'enseignement, c'était pas quelque chose qui me parlait à ce moment-là. Ok. Oui, parce que souvent, quand tu fais une thèse, tu diriges des TD ou des choses comme ça. C'est ça pour ceux Ouais, qui tu es sont chargé plutôt en de TD. master ou... Exactement, ouais. J'ai donné des cours licence 2, j'avais 45 élèves, introduction au système d'exploitation. J'ai donné des cours de master 1, administration système et sécurité, ainsi que MapReduce, bon, un truc d'informatique. Je donnais des cours en anglais à un moment donné. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu as fini ta thèse, tu te dis, let's go, l'entrepreneuriat. Ouais, l'entrepreneuriat, et je rejoins Entrepreneur First. Ok, Programme d'entrepreneuriat différents endroits du monde. En l'occurrence, il y en avait un à Paris, à Station F. Ok. Je suis accepté, donc j'intègre le programme. En 2 mots, Entrepreneur First, c'est un programme où il y a des promos de 50 à 60 personnes. La moitié sont des profils tech, comme j'avais. Donc, docteur en quelque chose, ou master ingé, ou avec de l'expérience, ce genre de choses. Et l'autre profil, ce sont des profils business. Donc, soit des personnes qui ont fait des écoles de commerce et après ont fait du conseil, ou alors travailler dans des... plutôt côté business. Ok. Et le but, c'est en 3 mois de matcher avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de match. On va rencontrer des profils inverses aux nôtres et on essaye de former une équipe. Donc, et c'est forcément une équipe de 2 ou pas? Normalement, oui. Ok. Normalement. Il y a des équipes de plus de 2 qui se sont formées, mais ça ne performe jamais vraiment bien. Ok. Eux, vraiment, leur renco, c'est deux, ouais. un tech, un business. Exactement, un tech, un business. Et comme pas mal de startups aux US, c'est comme ça que ça fonctionne. Souvent bien, c'est un peu la bonne recette. Ok. Donc voilà. Donc là, je teste, on teste différents profils. Je teste 3 personnes avant de trouver mon associé actuel. Ok. Et du coup, c'était sur quel projet que vous... Enfin, d'abord, je voudrais juste revenir... une question, alors je reviens pas mal en arrière, mais c'est pas grave, c'était que tu me parlais de tout ce que tu faisais sur l'ordi.
Ouais. Quand tu as créé ton jeu et tout Ouais. ça, c'était gratuit, c'était open source ou comment tu as fait pour avoir les logiciels en fait qui t'ont permis de créer des jeux ou d'avoir des serveurs tu vois, tu disais tu jouais avec tes potes, ça se passait comment? Bon, à l'époque, non, moi j'avais pas de thunes, pas Mm. d'argent, famille, pas trop d'argent non plus. Il fallait se débrouiller pour trouver par soi-même. Les logiciels, on les trouvait sur internet. Il y avait des mecs qui les avaient mis gratuitement en Ouais, ligne, ok, donc d'accord. j'utilisais ça dans un premier temps. Après, j'avais pas de serveur, enfin j'hébergeais sur l'ordi qui était derrière moi. Ouais, ok. Quelques années après, donc je bidouillais tout le temps sur l'ordi, mais quelques années après, j'avais fait un serveur Minecraft qui était sur un vieil ordi. Et j'ai souvenir, le soir, moi j'éteignais le serveur. Et le matin, mon père, qui se levait plus tôt pour aller au boulot, devait allumer le serveur manuellement pour que mes potes puissent jouer sur le serveur Minecraft. Et il y avait un post-it avec une petite Ok, flèche d'accord. allumée ici. Et tous les matins, il allumait le serveur pour le lancer pour la journée. Et c'est comme ça que je fonctionnais. Ok, Donc, il y d'accord. avait la facture d'électricité, mais Oui, non, mais voilà, sinon c'était tout fait maison, quoi, fait main. ouais, fait main. Ok, c'est ça que je me demandais. Ça a été assez important pour le mindset, pour la suite des projets, le fait qu'il n'y ait pas d'argent. Donc l'option de dire « Ah ça, c'est quoi, on paye et vas-y c'est bon », ça n'existe pas en fait dans ma réflexion. Alors, je l'ai appris par la suite, mais non. Ouais, ok. Dans pas mal de projets, quand t'as pas le choix, tu fais à moins cher. Quand tu fais à moins cher, tu deviens créatif. Parce Ouais. que t'as pas de sous. T'es obligé de réfléchir différemment. Ok, donc super intéressant. Et du coup, bon, pour revenir sur du coup, Entrepreneur First, tu allais y venir, mais le mindset d'Entrepreneur First, Ouais. qu'est-ce qui t'a plu là dans le programme et qu'est-ce que ça t'a apporté, ouais. Entrepreneur First, alors j'ai adoré. C'était vraiment génial. Ça m'a permis donc, de rencontrer mon associé, et deux, d'avoir, comme tu dis, le mindset entrepreneurial. Donc durant les 3 mois du programme, alors le programme dure 6 mois. Ces 3 premiers mois, il faut trouver quelqu'un. C'est la phase qu'on appelle... J'ai oublié. Ouais, c'est pas 3 premiers grave. mois. Donc durant les 3 premiers mois, on cherche une personne. Et on a des cours indirectement. C'est pas vraiment des cours, ce sont des talks. Il y en a, je sais pas, peut-être un tous les 2 jours. C'est 1 heure, 1 heure et demie de talk. De personnes qui bossent chez IF, donc dans l'orga. Donc soit ça peut être le CEO de IF, Matt ou maintenant Alice, soit ce sont des intervenants qui ont des compétences sur certains domaines. Ok. Donc c'est des intervenants après qui étaient sur les talks. Voilà, ça, chacun c'est- sur leur spécialité. On avait Ok. un talk sales B2B, ce genre de choses, hyper intéressant. Pour te donner l'image du mindset, Mm. et il faut vraiment pas traîner, quoi. On n'a pas de temps à perdre sur des choses inutiles, il faut se concentrer sur la valeur, sur ce qui apporte de la valeur pour le client. Ça, c'est l'un des trucs qui m'avait marqué. Et l'autre, c'était le process de décision. On avait une petite image qui dit le temps passé à choisir la décision A, à réfléchir à la décision A, versus le temps passé à... Attends, que je réexplique, pardon. On avait une petite image qui nous donne trois options. Soit on prend la décision A, Ouais. ok, soit on prend la décision B, et on avait le choix C qui était j'hésite entre décision A ou B. Et en fait, il s'avère que la majorité des décisions qu'on prend dans la vie, elles sont réversibles. Il y en a assez peu qui sont irréversibles, donc on peut se tromper. Et que même si on prend la décision A, qu'elle n'est pas bonne, qu'on revient en arrière pour prendre la B, ou l'inverse, qu'on prenne la B, qu'elle n'est pas bonne et qu'on prenne la A, eh bien ça prendra toujours moins de temps que de se poser la question est-ce que je prends A, est-ce que je prends B, j'hésite, je fais le plus, je fais le pour, le contre, Mm. le moins, etc. Ouais, c'est l'exécution, quoi. En gros, c'est Exact. les qualités d'un entrepreneur qui reviennent souvent, la vitesse d'exécution et la vitesse d'apprentissage. Tu Exact. fais pas 2 fois la même erreur Mais du coup, et tu... prendre une décision avancée, quitte à se planter, c'est pas grave. On reviendra en arrière, c'est pas très grave. Versus rester dans l'indécision et dans le fait de ne pas avancer parce que je ne sais pas laquelle est la meilleure. Ok. Et du coup, peut-être tu peux nous dire le projet que tu as amené à Entrepreneur Ouais. First et que tu continues aujourd'hui à amener. Yes. Donc après 3 mois, je trouve mon associé, on débute un projet. On reçoit le financement d'Entrepreneur First, 90 000 € pour 10% de la boîte. Et on continue donc 3 mois de plus le programme. Donc là, c'est avec des talks pour débuter la boîte, donc beaucoup plus axé levée de fonds, bref, préparation. Et nous, on a lancé une boîte de Web3 autour des NFT qui s'appelle Flambeau. De mes expériences passées, j'avais dépensé pas mal en ads sur les plateformes d'advertising telles que Google Ads, Facebook Ads. Et je me suis dit, quand même, quand on voit les sommes qu'on dépense chez eux, ça peut être intéressant de recréer, d'être Google Ads, d'être à leur place, et de recréer ça sur un nouveau marché. En plus de ça, l'une des problématiques que l'on voyait le plus récurrente dans le Web3,
c'était le problème de visibilité. J'ai mon projet, comment j'en fais parler? Je fais un serveur Discord, comment j'attire les personnes, etc. Ouais. Et on s'est dit, il y a un gap à combler là-dessus. Et pour se combler, on a créé donc Flambeau. C'est une plateforme de publicité éthique sur la blockchain. Ok. En utilisant les NFT comme support publicitaire. Donc on a créé un nouveau type de NFT, les NFT éphémères. C'est des NFT temporaires. Peut-être explique rapidement les NFT, Ouais. si tu arrives à le vulgariser. C'est un bon exercice. Mais... Les NFT, c'est une innovation technologique issue de la blockchain. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la blockchain, c'est la première révolution. La blockchain, c'est la technologie. Ouais. Ok. Sur cette technologie-là, blockchain, on a créé différents cas d'usage. On a créé les crypto-monnaies, très bien, qui derrière donnent tout ce qui est la finance décentralisée, la DeFi. Et une autre innovation technologique sur la blockchain qui a été créée, ce sont les NFT, Non-Fungible Tokens. Donc ce sont des tokens, des jetons qu'on ne va pas pouvoir diviser, qui sont uniques. Et le meilleur use case, du moins le plus courant, le use case le plus utilisé, c'est l'art. Donc on imagine une œuvre d'art comme un tableau. Si je prends la Joconde, la couper en deux, ça n'a pas de sens. On ne peut pas couper en deux la Joconde. Versus si je prends 1 euro et que je le divise en 50 centimes, 2 pièces de 50 centimes, ça revient au même que d'avoir 1 euro. Les euros entre eux, ils sont interchangeables, ça revient au même. La Joconde, elle est unique. C'est ce concept-là qu'on a mis dans la blockchain. C'est d'avoir quelque chose qui soit unique. Et souvent, ça représente une image, ou bien une vidéo. C'est la notion de propriété qu'on va stocker. Donc, ouais. C'est plus... j'avais suivi une fois une conf, c'était au NFT Biarritz, c'est un événement, et qui dit... J'avais bien aimé l'image de la capsule. En fait, le NFT, c'est une capsule unique, non divisible, ce que tu viens de dire, et dedans, tu mets ce que tu veux. Exact. Mais en gros, la capsule, elle est unique. Exactement. Et c'est la notion de propriété. Qui est le propriétaire de cette capsule? C'est ça qu'on va stocker dans la blockchain. Et après, ce que la capsule redirige, ça peut être des images, ça peut être... Souvent, c'est de l'art. Donc, il y a pas mal de trucs d'art. Ça peut être des items d'un jeu vidéo, donc des objets d'un jeu. Voilà. Et donc, nous, on a pris cette technologie-là, on l'a légèrement détournée, on l'a modifiée, et on s'est dit, si on en faisait quelque chose de temporaire. Dans la blockchain, tout est permanent, tout est inscrit ad vitam aeternam. Et nous, on s'est dit, mais si on arrivait à le faire en sorte que ce soit éphémère, on pourrait glisser une publicité dans cette capsule, la délivrer à quelqu'un qui a un centre d'intérêt proche du contenu publicitaire. Il voit la publicité, mais après quelques jours, ça disparaît. Comme ça, c'est pas intrusif, on ne spamme pas les personnes. Et à tout moment, les gens peuvent se désabonner. S'ils ne veulent pas recevoir de publicité, ils vont sur notre site, ils mettent non, je ne suis pas intéressé. Donc on a lancé Flambeau, la plateforme qui permet de mettre ça en œuvre, où les marques viennent, donc ça peut être les marques, les jeux vidéo, toutes les personnes qui cherchent à cibler des utilisateurs Web3, créent leur campagne publicitaire, comme sur Facebook Ads ou Google Ads. Et nous, derrière, on envoie les NFT aux personnes qui ont été ciblées par les marques. Et donc directement sur la blockchain, on va envoyer des NFT temporaires qui restent en principe quelques semaines, et après qui disparaissent. Pour bien expliciter, c'est comme... quand tu as ton portefeuille, ton wallet de Web3, c'est un peu comme si tu envoyais une adresse mail, sauf que là, c'est pas une adresse mail, c'est un identifiant qui c'est pas prénom.nom@gmail.com, mais exactement. Tu peux envoyer n'importe quelle information à des adresses d'utilisateurs qui ont des wallets en Web3, quoi. Exactement, dans le Web3, on a tous des adresses 0x avec une suite de chiffres et de lettres. Et ça, donc, c'est l'identifiant, ça revient à l'adresse mail. Et en fait, ça, c'est unique donc, dans la blockchain, et on peut suivre les activités des personnes grâce à cette adresse-là. Donc en fonction de leur adresse, on ne sait pas qui est derrière l'adresse. En principe, on ne le sait pas, à moins que les personnes l'aient divulgué publiquement sur d'autres réseaux. Mais par contre, on voit tout ce qui a été fait autour de cette adresse. Cette adresse-là a acheté tel NFT, tel jour, à tel montant. Ok, elle a joué à tel jeu vidéo parce qu'on voit qu'elle a acheté tel NFT, elle a acheté tel token, telle crypto-monnaie qui est relatif à ce projet. Et grâce à ça, on établit des profils utilisateurs. Et grâce à ces profils-là, donc ça c'est de la donnée qui est accessible publiquement sur la blockchain. Donc nous on l'analyse, on établit les profils, et en fonction des profils, on va les cibler ou pas, en fonction de ce dont les marques ont besoin. Ok. Ouais, c'est ultra intéressant. Enfin, et vous êtes les seuls à faire ça ou comment le projet est né en fait? Alors le projet donc, est né suite à Entrepreneur First. À toute base, à Entrepreneur First, on avait une autre idée qui était d'aider les studios de jeux vidéo traditionnels à transiter vers le Web 3 au travers des NFT, parce que les NFT c'était un bon cas d'usage, comme je le disais tout à l'heure, pour les objets des jeux vidéo. Cependant, il y avait trop d'acteurs qui faisaient déjà ça, certains qui avaient levé énormément d'argent, 900 millions levés cette fois-ci. Donc difficile.
de rentrer en compétition avec eux. Donc on a pivoté et on s'est dit autour de l'Ads, moi j'avais des connaissances comme je disais parce que j'ai pas mal passé de temps sur les plateformes d'advertising pour un autre projet. Et on s'est dit pourquoi pas aider les projets à gagner en visibilité, ce qui n'était pas évident. Ouais. On a quelques concurrents. La plupart font des bannières publicitaires sur les sites Web3, Ok. donc c'est un peu différent. Et je crois, de mémoire, il y a 2 concurrents qui font ce qu'on fait, de manière ok. native. D'accord. Et donc du coup, comment... donc, on va laisser un peu le côté entrepreneuriat, je pense qu'on y reviendra après. Si tu veux parler plus... du coup, là, on va partir sur la partie plutôt perso, sport. Yes. Qu'est-ce qui te drive du coup depuis que ta carrière de chanteur s'est arrêtée? Non, parce que je sais que... J'aurais pas dû parler de ça. Et en plus, tu dois nous parler des CD aussi. Je sais pas si... Ouais, en 2 mots, les CD, c'est pas compliqué. Toujours pas beaucoup d'argent, donc il fallait se procurer les CD. Donc réparer des ordis m'a permis d'acheter des CD. Ok. Et un jour, je suis tombé à la radio sur Fun Radio, que j'écoute. Étant gamin, je sais pas, j'avais peut-être 10-11 ans, un truc comme ça, pareil. Il me dit, ah, c'est pas mal l'électro et tout. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est David Guetta, mais il fait quoi? Il DJ, c'est quoi ça? Ok, donc je comprends ce que c'est le métier. Je dis, ok, bah, je vais faire ça. Donc quelques temps après, autour des 17-18 ans, je faisais de l'animation de soirée. J'ai acheté une petite platine, je fais un anniversaire de pote, puis un deuxième. Ok, je gagne peut-être 50 €, quelque chose comme ça. Ok, je commence à acheter un petit peu de matos. Jusqu'à arriver à faire de l'animation de soirée. Donc j'avais des enceintes chez moi, la machine à fumer, les jeux de lumière, la platine. Et je faisais ça les week-ends autour de mes 17, 18, 19 ans. Ok. Et arrivé en école en IUT, en études sup, je rencontre 2 potes qui étaient dans la musique électro et on décide de former un groupe. Et à 3, on faisait les soirées étudiantes Ok. de l'école. Est-ce que tu étais à l'INSA, chez KLS Ouais, Caleçon, ouais. Alors non, j'étais pas dedans. Ouais, je Ok. connaissais, mais non. Ok, t'avais lâché Ouais, j'avais un t'étais peu full lâché. informatique à l'INSA. C'était beaucoup plus dans l'info. Ok. Ouais, donc parler un peu plus de toi. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, ta zone de génie, tu me disais qu'elle était en train de justement définir là où. Enfin, de définir ta propre zone de génie. Est-ce que tu peux parler un peu de ton process ou à l'heure actuelle, comment tu te définirais? Et à travers tes projets qui sont tous, j'ai l'impression, quand tu commences ultra abouti, tu commences à acheter un CD et tu finis par animer des soirées tous les week-ends ou à réparer des ordis, puis au final tu as des serveurs chez toi et tu fais des factures sur des post-it. Donc je pense que toi, si t'es le genre de personne, si tu commences un projet, faut pas te lâcher si dans 3 semaines après, on t'y est encore, quoi. J'ai l'impression, non? Et tu sais ce que c'est le dernier? Non, vas-y. Enfin, pas le dernier en date, mais l'un des plus derniers. gros. Un jour où je me suis dit, j'avais envie de vendre en ligne. J'ai toujours vu les boutiques en ligne. J'en avais créé une à l'époque au collège pour des potes qui ils achetaient des écouteurs à pas cher en Chine. Ils les revendaient à des mecs dans la cour de récré. Mm. Ils avaient besoin d'une boutique en ligne, alors je leur avais fait leur boutique en ligne. Et j'avais toujours eu cette notion de vouloir vendre en ligne. Et un jour, je me dis, tiens, il faudrait que je vende quelque chose en ligne. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Et là, j'ai comme idée des bijoux fantaisie. J'appelle mes potes, je leur dis, les gars, ça vous dit, on tente ce projet? Ils me disent, ouais, bon, pourquoi pas. Bon, on lance le projet avec quelques potes. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on a créé une boîte. D'où les... 100 000 bijoux vendus depuis la création. Ok. Et donc ouais, voilà, sur un coup de tête, un peu une idée comme ça, Mm. je me dis tiens, on va lancer une boutique en ligne de vente de bijoux et au final, D'où les dépenses sur Google Ads dont tu parlais tout à l'heure. tous les dépenses Ok. sur Google Ads. Et donc ça existe encore et ça tourne aujourd'hui. Vous êtes encore dessus ou vous avez délégué On a pas mal de personnes qui nous aident, Ok. des freelances ou de la presta, mais on est toujours dessus. Oui. Ok. C'est énorme. Ouais, donc si je peux voir avec un peu le recul, ta zone de génie, c'est l'exécution et l'informatique. J'ai l'impression que ça tourne par là. Ouais, alors l'informatique, Ouais. 100%, mais c'est plus dans l'idée de bidouiller pour réussir à arriver à quelque chose, de Ouais. réussir à mener un projet qui va du coup impacter les gens. C'était toujours ça, c'est pas faire de l'informatique vraiment pure théorique, ce que j'ai pu voir en recherche. Ouais. J'ai apprécié faire ça un certain temps et je me suis dit, ok, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie. Ça, c'est un autre pan de l'informatique hyper intéressant, mais c'est autre chose. Ouais. Et ouais, le côté Donc le exécution. côté impact, exécution et impact. L'exécution, enfin, partir de rien pour réussir à arriver à quelque chose, ouais, ça c'est fun. Ok. Trop cool. Et du coup,
Pour parler un peu de sport, Yes. qui est un peu l'autre pan de ce podcast et de nos sujets de discussion. Donc tu fais du karaté, tu m'en Yes. avais parlé. Ouais. Si tu peux en parler, ce que tu as fait comme sport et ce que ça t'a apporté justement dans tes différentes XP pro. En sport, j'ai quasiment fait principalement que du karaté. Tant gamin, à l'époque, il y avait de l'OMS qui permettait de découvrir les différents sports. J'ai testé pas mal de sports, je me suis dit non, je trouvais pas. Et un jour, mon frère faisait du karaté quand il était plus jeune. Je me suis dit, très cool. Il a repris maintenant. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Et à 10 ans, j'essaye. Je me suis dit, ok, c'est pas mal, c'est intéressant. Et je continue donc le karaté. Et maintenant, je suis à 14 années de karaté. Ok. J'ai fait des pauses entre-temps. Et aujourd'hui, du coup, donc t'es en train de passer ta ceinture noire, non, tu me Ouais, disais c'est ça, je prépare la ceinture noire. Ouais. Ok. Et ça Tout à se fait. passe comment pour avoir la ceinture noire en karaté? Très brièvement, c'est des épreuves à présenter. Il y a 6 épreuves lors d'une évaluation à huis clos. Si je dis pas de bêtises, donc le passage de la ceinture noire, le premier dan, en termes techniques, c'est un examen national, c'est reconnu par l'État, Ok. donc c'est encadré. Et ouais, c'est pas mal de travail de préparation, à la fois technique, à la fois faut avoir la niaque en quelque Ouais. sorte. Et il y a des Montrer qu'on a de combats ou l'énergie. c'est des... Ouais, il y a un combat. Ok. Ouais. Il y a différentes formes de combat, il y a du combat codifié, il y a du combat souple, mais ouais, il y a du combat. Ok. Mm. Donc là-dessus, tu seras bientôt considéré comme une arme blanche. C'est ça, donc pareil. quand t'es ceinture noire de karaté, Ouais. il me semble. Normalement, ouais, Je crois. je crois. Moi, je suis ceinture noire de judo, mais je crois pas qu'en judo, tu sois considéré comme une arme blanche, parce qu'il n'y a pas de coup ou quoi, c'est plus du corps à corps, il me semble. Ok, donc le karaté, ça t'a suivi tout au long de Yes. tes expériences. Et t'en as fait en Angleterre ou pas? Ou justement, c'était plutôt les périodes de pause Alors, en fait, avec les études, ça n'a pas toujours été évident quand je suis parti Ouais. de Bourg-en-Bresse, donc pour aller à Lyon. À Lyon, je cherchais pas forcément un club, j'avais pas trop de temps, enfin, j'étais pas mal sur d'autres projets perso. Donc j'ai fait du taekwondo Ok, à Lyon avec l'INSA. d'accord. Karaté volant, comme on dit en français. Ok, je connaissais pas du tout ce terme. Ouais, à Parce l'époque. qu'il y a est-ce qu'il y a au taekwondo, c'est là où il y a les planches, ils tapent, il y a ça au karaté aussi ou pas? Alors, les planches, c'est plutôt dans les films. Ah ouais? Ouais. Parce que j'avais mon frère Ah ouais. qui en a fait, et Ouais. je m'en souviens quand on était en primaire, non, ou au collège, et j'allais voir parfois des démos et il cassait C'était des des démos. planches, tu vois. Oui, c'était pour Pendant les les démos. démos. Ah oui, Ouais. ouais, c'était pendant les démos. Alors pour le coup, mon frère aussi, il a fait, Ok. il a fait un yokogiri sur une planche, bam, cassé en deux. Ouais, c'est lors des démos grand public, oui. Après, Ouais, ok. on s'entraîne pas avec ça Ah toutes oui, les semaines. j'imagine. Oui, ok. Mais ouais, le taekwondo, le karaté volant, c'est beaucoup plus axé sur les pieds. Ok. Des jeux de jambes assez impressionnants. J'ai fait ça pendant 2 ans à l'école. Et autrement, j'en ai fait quand j'étais à Dublin. Ouais, j'avais trouvé un club de karaté, donc j'allais faire les cours là-bas en Ok. anglais, donc assez intéressant. De toute façon, les termes étant en japonais, on comprenait, mais Ouais. c'était fun. Ok. Et il y avait t'as vu une différence de mentalité avec la France, je sais pas, dans la manière de s'entraîner, ou c'était rien de notable? Rien d'intéressant. Ouais, il y avait pas de... Bah, là-bas, je sais qu'on payait les cours à l'unité, donc à chaque fois qu'on y allait, à la fin, on mettait 8 euros Ah ouais, dans ok, le chapeau d'accord. pour payer le prof. Ça fonctionnait comme ça, alors qu'en France, c'est plutôt des abonnements Ouais. à l'année. Mais autrement, non, pas de grande différence. Ok, j'étais en train de regarder, parce qu'à l'INSA, il me semble qu'il y a une karatéka assez connue, non? Ouais. Bourderban, Sofia. Sophia. C'est ça, ouais. Ouais. T'as eu l'occasion de t'entraîner avec elle à l'INSA? ou pas? Alors non, elle faisait sport-études, si je Ouais, dis pas de ouais, bêtises. ouais, elle Ah, était en sportif très de haut haut niveau. niveau. Ouais. Moi, j'avais pas du tout ce niveau-là. Ouais, ok. Je me suis dit peut-être Et lors d'un entraînement, tu sais, À tu l'époque, il croises, n'y avait pas de section karaté à l'INSA. Ah, ok, d'accord. Donc elle, je ne sais pas comment elle fonctionnait, elle s'entraînait à Ouais. côté, je pense. Elle avait l'emploi du temps scolaire aménagé pour, Ouais, mais oui, hyper balèze. ok. Ça aurait été marrant, parce que par exemple, pour le rugby, pour ceux que je connais, je sais qu'il y a des joueurs qui jouent au loup en pro et qui s'entraînent avec... et qui jouent de temps en temps avec l'INSA à l'équipe 1, tu vois. Donc je me suis dit, peut-être t'aurais pu la croiser. Je voulais regarder, mais parce que pour moi, son... Bon, c'est pas très grave, je reviendrai, mais elle a un beau palmarès. Oui, Parce que ah oui, ça fait 100%. partie une des figures du centre Des sports, des sports de l'INSA. Mm. Ok. tout à fait. Et donc, est-ce que tu aurais des routines de performance? Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place pour être aussi bon dans l'exécution? Donc, tu nous as parlé un peu de système de décision, il y a peut-être des choses par là. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à produire autant de choses? Et surtout, j'ai l'impression, enfin, de ce que je vois de Cali, parce que ça a un impact, comme tu dis. Quand tu vends des bijoux, c'est pas tu fais 3 ventes, c'est t'en as fait 100 000.
100 000 bijoux vendus, oui. 100 000 bijoux, oui, pardon, pas 40 100 000 000 ventes, mais ouais. 100 000 bijoux, enfin, ça commence à avoir un impact. Pareil pour tes différents autres projets. Comment tu fais pour arriver là? Donne-nous ton secret, quoi. Il y a quelque chose qui est assez amusant. Alors, comment je fonctionne? Je ne sais pas. Je peux donner 2-3 petites choses que je fais. Je ne Ouais. sais pas si c'est courant ou pas. Premièrement, j'ai mes propres sources d'inspiration. Donc, j'essaye de trouver des figures. Je fonctionne pas mal comme ça. Des personnalités qui ont fait des choses qui, moi, me paraissent intéressantes. Ok. Et après, je me renseigne sur ces personnes-là. Biographie, documentaire ou autre. Et l'un des documentaires que j'avais regardé assez récemment, par exemple, c'était François Pinault. Ok. Et dans son documentaire, on le voit qui prononce cette phrase « on va pas camper là ». À un moment donné, il est toujours pressé, assez amusant à voir. Le nom du reportage sur YouTube, François Pinault n'a pas le temps. Ok. Et cette phrase « on va pas camper là », ça résume assez bien ce que je fais. Et mes amis, ma famille me le répètent Ouais. souvent. Et il m'arrive dans des meetings parfois de sortir, quand je me rends compte qu'on est en train de perdre du temps, je dis « bon, allez, on va pas camper là », et hop, on avance au truc suivant. Il y a ce côté, ce drive de se dire « ok, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps pour rien, il faut toujours que ça avance, il faut que ça aille vite ». Ok. La notion d'aller vite, mes parents m'appellent tourbillon, j'arrive à toujours déblayer. Ok. Donc avancer, quoi, aller de l'avant. Ouais, il faut que les choses avancent. Quand il y a un point bloquant, il faut que ça débloque. Ou alors il faut que je passe sur un autre sujet. Ouais, ok. Mais il faut toujours que ça avance. Ok. Et ouais, pardon, t'as regardé parce que tu parlais du reportage, t'en penses quoi du reportage de Bernard Tapie? Tu l'as regardé? J'ai pas encore regardé la Tu série l'as pas Netflix, encore j'ai regardé? encore vu. Ok. Et t'as d'autres mentors comme ça Bah, étant plus jeune, je regardais pas mal Zuckerberg. Ok. T'es décrié pas mal maintenant avec ce qu'il fait, mais il y avait Bill Gates, Sergey Brin et Larry Page, comme j'ai dit. Ouais. Bernard Arnault aussi, pas mal. Comment il a réussi à créer cet empire. Il y a des choses intéressantes à regarder derrière dans leur façon d'analyser, etc. Xavier Niel, bien sûr. D'autres personnes un peu, parfois légèrement moins connues, où Xavier Niel travaille avec, c'est plutôt Jean de la Roche-Brochard, J2LR, qui travaille avec Xavier Niel, qui gère son fonds d'investissement Akima Venture. Hyper intéressant, il a écrit un bouquin que j'ai lu. Human Machine, c'est ça? Exactement, The Human Machine. Ok. Ouais, j'aime pas mal aussi. Tu vois, tu le suis sur Instagram, là, il s'y est mis un peu à... Je n'ai pas vu sur Insta. Sur Insta, ça fait quelques mois peut-être ou semaines qu'il partage ça, c'est marrant, mais il fait un peu tout dessus, sa pratique sportive. Justement, lui, c'est ultra intéressant aussi de voir son aspect, parce qu'il vise de faire, ce qu'il annonce, son objectif, là, les championnats du monde d'Ironman, Okay. alors qu'il s'y est mis il y a pas si longtemps, et j'adore son mindset, parce que c'est justement ce que je veux promouvoir aussi, et ce en quoi je crois, c'est qu'en mode, si tu te considères comme un athlète de haut niveau, alors c'était pas obligé de faire des Ironman ou des choses comme ça, mais forcément tu vas être mieux dans ta vie d'entrepreneur ou même de tous les jours, quoi. Tu vas forcément te sentir mieux, être plus efficace. Et du coup, lui, c'est la voie en tout cas qu'il prend depuis quelques mois ou peut-être années. J'aime bien suivre. Son bouquin a beaucoup de tips, notamment sur la productivité. Mais ouais, le sport, ça aide premièrement à couper. Il y a une chose en karaté qu'on fait qui est hyper intéressante. Au début de chaque cours et à la fin, on fait une petite session de méditation qui s'appelle Mokuso. Ça dure 10 secondes, quelque chose comme ça. Et c'est amusant. À chaque fois que je le fais, ça me permet de vider complètement toute ma journée de travail. Tout ce que j'ai pu faire dans ma journée, les problèmes perso, pro, ça vide. Il y a 1h30 de karaté, à fond. On se tape dessus, on progresse, on se donne, on transpire et tout, ok. Et après, à la fin, on refait cette méditation et ok, les choses reviennent lentement. Et ça me permet de couper, et pour le bien-être, hyper important. J'ai fait des périodes, notamment quand j'étais au début de l'entrepreneuriat, à Entrepreneur First, j'avais mis en pause le sport en me disant « Non, il faut vraiment que je me focus à fond ». Et en fait, en termes d'équilibre perso, j'étais moins bien dans mes baskets que le moment où j'ai repris le sport, 3 entraînements de karaté par semaine à fond, là, ouais, top, ça aide, clairement. Ok, ouais, c'est cool, c'est bien d'avoir ton retour de toi qui l'a vécu, mais ça recharge les batteries. C'est clair. Et est-ce que tu as d'autres routines ou tips de routines, même peut-être ça peut être dans le business, dans ton entreprise ou la manière dont tu fonctionnes? Yes. Alors déjà, j'ai mis depuis très longtemps en place, et ça c'est sûr, quand tu me posais la question de comment faire pour faire pas mal de projets en parallèle, il y a une notion à prendre en compte très rapidement, c'est le temps, et il faut réussir à peu près bien le gérer. Loin d'être expert, je suis loin d'être expert dans le domaine, mais c'est hyper important de savoir à peu près bien gérer son temps.
J'ai mis en place le calendrier. Dès que j'avais 18 ans, j'avais un calendar dans lequel je notais au début mes cours, mes devoirs. Et puis petit à petit, on note les rendez-vous. Toujours ça maintenant, hyper pratique. L'un des meilleurs moyens de gérer son temps. À ne pas trop utiliser quand on commence avec un calendrier. On peut mettre des slots pour tout dans sa vie. Et au bout d'un moment, on devient juste un exécutant de son propre calendrier. Et là, je trouve qu'on perd un côté un peu humain. Par moments, c'est intéressant quand il y a des grosses phases de rush. Ok, la journée est structurée, boum, 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 on enchaîne, on défonce le taf. Mais quand c'est les week-ends, quand c'est le dimanche, il faut peut-être un peu savoir laisser des périodes de creux. Puis des même dans périodes de le... creux pour faire un petit peu de... se laisser se reposer, voir un peu... Quand on rencontre quelqu'un Ouais. aussi, ça peut être intéressant de pas toujours chronométrer le temps et laisser un petit peu profiter de l'instant. Ok, très intéressant. Et même dans la journée de travail, de toute façon, ce qu'on remarque, et même ce qui est dans la théorie, entre guillemets, si on peut dire qu'il y a une théorie, c'est de toujours laisser de façon des périodes tampons, parce que tu sais que tu vas toujours un peu déborder, qu'il y a un imprévu. Si tu te mets 5 minutes entre chaque créneau, c'est sûr impossible à tenir, et à la fin, tu auras plus de frustration que du sentiment de réussite parce que tu as réussi à tenir ton calendrier, quoi. Ok, donc la gestion du calendrier, donc toi, tu es la team, tout ce qui n'est pas dans le calendrier n'existe pas, Ça au dépend. niveau pro en tout cas. On peut caler les choses, mais avoir un calendrier permet littéralement de prendre ses heures de taf ou les heures de sa journée et d'en profiter le maximum, quoi. Ouais. De les rentabiliser au max. Ok. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, le calendrier. Autre tips, je note beaucoup. On n'a pas le choix, de toute façon, quand il y a pas mal de projets à faire en parallèle, on ne peut pas tout mémoriser et tout se souvenir. L'un des meilleurs outils actuellement, c'est Notion. Notion, c'est vraiment une pépite, ce tool. Et tout est logué, je log énormément de choses dans Notion. Je fais un call, tac, 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 je log dans Notion, etc. Donc sur le coup, très bien, j'ai mis mon call, il est logué. Mais je sais que quand dans 2-3 semaines, je fais la suite du process avec cette personne que j'ai eu en call, pas de problème, je reprends mes notes et hop, c'est hyper frais et c'est comme si je m'en souvenais parfaitement. Ok. Et bah, là-dessus, je rebondis, donc on est dès mi-janvier. Je sais pas si tu as vu, ils ont sorti Calendar. Notion Calendar. Ouais, je l'ai testé, là, Donc, je suis en train- ouais, tout à fait. moi aussi, je l'ai installé ce matin là, pour te dire. J'ai vu ça. Et donc du coup, ça permet d'avoir pour ceux qui nous écoutent, mais les calendriers que tu as dans Notion, où quand tu peux créer autant de calendriers que tu veux, de pouvoir les voir directement dans ton calendrier, voir tes deadlines si tu gères tes projets, de voir justement tes meetings, plein de choses. Mais ça annonce de belles choses. Mais le calendrier est vraiment un très bon outil pour pas devenir esclave. Mais par exemple, j'ai un calendrier partagé avec ma famille, j'ai un calendrier partagé avec copine, calendrier partagé pour les projets. Et ma règle, c'est si c'est pas dans le calendrier, ça n'existe pas, quoi. Ça permet vraiment de bien gérer son temps. Quand on travaille avec d'autres personnes, on fait des calendriers partagés, et si c'est pas dans le calendrier partagé, Ouais, toi, tu as peut-être d'autres engagements à côté. Voilà. Ouais. je fonctionne pas mal comme ça. Et C'est pour pratique. les notes, du coup, comme tu disais, ça permet aussi, j'imagine, de déléguer. Si toi, demain, t'es pas dispo parce que sur un autre projet, tu dois être à fond, quelqu'un peut reprendre ton travail. Exactement, 100%. L'un des meilleurs combos aussi en termes de productivité, donc je passais pas mal de temps sur l'ordi, j'étais sous Windows, j'ai fait 14 ans sous Windows jusqu'à ce que j'arrive à Londres dans la startup. Ok, vas-y, continue. Et dans la startup, j'ai réalisé, premier jour dans la startup, on me propose un MacBook. On me file un MacBook Pro en me disant, tiens, tu nous le rends dans 3 mois, tu peux l'emporter chez toi, etc. Très content d'avoir enfin un Mac dans les mains, je commence à tester la bête, et là je me rends compte que l'appareil, je pouvais faire ce que je voulais la journée, j'ouvrais des dizaines et des dizaines d'onglets, j'ai toujours pas mal d'onglets ouverts en parallèle, différents projets, etc. Et le soir, je ferme l'écran, je rabats mon écran d'ordi portable, le lendemain, je rouvre, hop, ça reprend pile poil là où j'en étais. Jamais de perte de temps, ça bug très peu, quand même beaucoup moins que Windows. Donc déjà un super outil. Je suis rentré en France, j'ai dit ok, j'achète un MacBook et j'achète un iPhone. Je casse la tirelire pour ça. Ouais. Parce que, bon. Mais les deux, la productivité qu'on gagne, déjà la SMS, peu importe, on les tape d'un côté de l'autre. L'appli Note, si on n'utilise pas Notion, hop, l'appli Note, c'est bon, c'est partagé entre les deux. Contact, les appels, on passe les appels depuis l'ordi, donc je fais mes recherches, hop, j'ai besoin d'appeler, clic droit sur le numéro de téléphone, appeler, hop, l'appel se lance depuis l'iPhone, mais je parle depuis mon ordi. Et les sessions internet, enfin bon, tout est super lié. Et j'ai passé pas mal de temps avant sous Android ou avec Windows à chercher des outils qui me permettaient de faire ça. C'était toujours une galère. Apple, elles ont résolu le truc. Alors, certes, ça coûte un rein, malheureusement. Ouais. Et après, ce qu'on dit souvent aussi, Mais on moi gagne je suis du temps. team Mac, mais Apple aussi.
Et c'est que en fait, on compare souvent des ordis, maintenant je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais des ordis Windows à l'époque qui valaient peut-être 500 € avec des Mac qu'on valait 1002. Et en fait, forcément, tu n'avais pas les mêmes capacités. Et en fait, si tu achètes un PC à 1200 €, tu auras peut-être un équivalent. Alors, tu n'as pas tout l'environnement, mais sur l'aspect rapidité, chargement. Et souvent, c'est vrai que ça. Enfin, pour en parler avec des potes, il y a des confusions rapides comme ça. Tout à fait. Non, je suis d'accord qu'à prix équivalent, on peut avoir des très bonnes configurations sous Windows, mais c'est plus l'écosystème, l'environnement qui est le même entre un iPhone et un MacBook. Donc, là, on gagne en productivité. En tout cas, personnellement, je l'ai ressenti. Ok, ouais. Et l'autre force des produits Apple, je ne suis pas payé, je ne suis pas du tout commissionné par eux. L'autre force, c'est que ça permet vraiment de développer sa créativité. On est là, on n'a pas à se poser la question quel outil je vais prendre, ça rame, ça bug et tout. Non, j'ai quelque chose à faire, bam, je le fais et ça me permet. En tout cas, ça m'a permis de pas mal avancer sur des projets. Ok, ouais. D'être plus rapide, plus efficace. Ouais, de toute façon, je pense que c'est valable de partout. Si tu as les bons outils. Exactement. Et cette idéologie-là, je l'avais pas mal étant gamin. Je me disais, je l'ai toujours. Ce que je veux dire, assez jeune, je l'ai eu et je me disais, il me faut les bons outils. Les pros, ils utilisent quoi? Attends, les pros qui font du montage vidéo, ils utilisent Premiere Pro? Ok, je me démerde, je cherche sur Internet comment choper Premiere Pro, j'avais Premiere Pro. After Effects? Ok, Photoshop? Ok, Photoshop. Et je me disais, avec les bons outils, je réussirais à faire comme eux. Bon, manque de peau, après, il faut la maîtrise, l'expérience sur le logiciel, mais ça permet déjà de tâter un petit peu et de se former au soft. Ouais. Au moins, c'est pas même au niveau de peut-être des croyances ou quoi, tu peux te dire, en fait, tu sais que s'il y a un problème, c'est forcément toi. Même si 95% du temps, dans tous les cas, c'est toi le problème. Et encore plus en informatique où, ça, tu as dû l'entendre dire par les profs, mais ouais, le problème, c'est toujours entre l'écran et la chaise. Donc, l'utilisateur. Le problème chaise-clavier, ouais. Ouais, voilà, c'est la grande classique. C'est la bonne blague d'informaticien. Ouais. Problème chaise-clavier. Ce qui est vrai la majorité du temps. Ouais. Il est vrai que parfois les ordinateurs ont des bugs, c'est très rare, mais ça peut. Enfin, très rare, je m'entends. Un bug matériel peut arriver, pas souvent. Il y a des bugs logiciels, 100% ça arrive régulièrement, mais très souvent ce sont des bugs de personnes. Ouais. Donc avoir les bons outils, ça règle déjà cette question-là. Yes. Autre chose peut-être, on parlait tout à l'heure du karaté, je ne t'ai pas mentionné, mais c'est assez utile. Il n'a plus de batterie. Je disais, le karaté dans la vie de tous les jours, assez utile et pas mal dans le travail, parce que tu apprends à avoir une certaine prestance, une certaine confiance en soi, d'exprimer quelque chose. Quand on présente un kata, donc une suite d'enchaînements de mouvements au karaté, on doit l'énoncer haut et fort au début, limite on le crie. Il y a des kiai, donc des cris d'énergie que l'on doit émettre lorsqu'on fait des techniques. Et ça permet d'être présent dans l'instant T, d'être là et de s'affirmer. Et ça, je trouve que c'est assez utile quand on doit faire une présentation à l'oral, quand on doit parler avec quelqu'un en face d'un investisseur ou autre. Ok, je suis là, je suis présent. Et ouais. C'est quelque chose qui m'a été utile. En tout cas, le karaté permet de développer ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Je m'en souviens une fois, justement, au judo, où c'était un dojo, il y avait plusieurs disciplines. C'était surtout du judo, mais parfois il y a eu des périodes karaté, taekwondo et tout. Et on avait un cours mixte. Et du coup, on faisait moitié judo et c'était moitié karaté. Et du coup, il y avait le fameux kiai où il faut que ça vienne vraiment du fond du ventre. C'est des souvenirs que j'ai. Et c'est vrai qu'au début, quand t'as pas l'habitude, t'es pas à l'aise de dire je vais pas lâcher un cri au milieu de tout le monde et tout. Alors, du coup, j'ai jamais beaucoup expérimenté, mais j'imagine ça te donne de confiance. Ça donne une confiance, et après, il y a une question de détermination. Le kiai, il est là pour. Donc, effectivement, ça vient du fond du ventre, c'est une question d'énergie qui vient plus profond de nous. On travaille aussi une question de mentale hyper importante, qui est par exemple, si je décide de m'ancrer sur le sol, et que mentalement je me représente, comme on dit, mon mini-moi, comme si on avait un tout petit nous, et qu'on décide de l'ancrer sur le sol et de ne plus bouger, il devient alors très difficile de nous faire bouger. Alors bien sûr, quelqu'un de hyper fort peut y arriver, mais honnêtement, d'un coup, c'est une difficulté accrue. Et ça, c'est une question de détermination, de mentalité, de projection peut-être aussi, entre guillemets, visualisation, quand on s'imagine planté au sol. Et cette question de détermination-là, elle est tellement utile dans la vie de tous les jours. On fait des projets, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, tout le temps, c'est les montagnes russes. Mais quand on est déterminé, quand on veut absolument y aller faire quelque chose, si je veux aller là, si je veux faire ça, ok. Jusqu'à quand je vais maintenir ma détermination, ça c'est une vraie question.
Mais tant que je l'ai, ok, j'y vais. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut peut-être que tu l'as déjà rencontré, mais être c'est une force indéniable et peut-être une faiblesse parfois de dire justement quelqu'un qui va jamais lâcher, il peut aller trop loin ou pas perdre, on peut pas dire qu'on peut perdre du temps, mais voilà, sur une cause perdue, quelqu'un qui veut vraiment pas lâcher, et il y a plusieurs histoires d'entrepreneurs même qui ont fait les 6 mois de trop et parce qu'ils n'ont pas voulu lâcher, au final ils finissent complètement lessivés et tu perds la motivation que si tu avais eu la sagesse plus ou moins de te dire ok, ben là je vois bien que ça veut pas marcher, je m'arrête et à passer à autre chose. 100%. Alors il y a les deux exemples. Bien sûr qu'il faut faire attention, et c'est l'une des choses qu'on apprend en Entrepreneur First. On a un talk sur prendre soin de soi et savoir à quel moment il faut arrêter. Parce que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est pas le travail. Très important, je dis pas, mais c'est pas le plus important. Quand on fait des projets entrepreneuriaux, il y a des choses qui réussissent, il y en a qui échouent, ça fait partie du jeu. La stat, je crois que c'est 95% des startups échouent après 2 ans. Ouais. Ce qui reste, c'est la famille et les amis. Ils sont toujours là, quelque projet qu'on fasse. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le plus important, ça reste là. Ouais. Ça, c'est à se souvenir pour éviter de tomber dans des extrêmes. Après, la détermination, l'exemple, c'est le fondateur de Blablacar. Olivier Mazella. Ouais. Si Ouais, c'est Olivier, ouais. C'est le prénom, j'ai un doute. Dans le disant, Mazella, j'ai eu oui, un doute. Frédéric Mazella. Frédéric, exactement. Ouais, Frédéric Mazella. Ouais, c'est pareil, quoi. Il fallait vraiment être déter. Commencer à faire lui-même les premiers voyages en covoiturage et expliquer le concept. T'as pareil avec les fondateurs de Airbnb qui ont dormi pendant, je crois, 1 mois ou plus sur des matelas gonflables un peu partout dans New York pour répondre le concept. Là, t'as une question vraiment de détermination. Ouais. C'est clair, et c'est pour ça que c'est ultra dur et il n'y a pas de vérité. Hein. C'est perso à chaque fois où tu te mets la barre, mais c'est sûr, il y en a qui se font refoulent par plein de boîtes ou de fonds pour au final, tu vois, parfois 1 an, 2 ans après, exploser parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire et qu'ils croyaient, ils avaient vraiment cette vision et ils étaient persuadés à 100% que ça allait fonctionner, quoi. Donc c'est beau quand on voit ça. Voilà, c'est beau, mais il faut aussi faire attention à soi, et quand il y a un moment où ça ne va plus, il faut step down, prendre des vacances, couper un petit peu, quelques jours, permet de réaliser. Ouais. Là-dessus, toujours dans le même esprit, mais il y avait il y a un truc très simple à imaginer, c'est en fait, si toi t'es plus là, il n'y a plus de projet, donc Exact. en fait, prends soin de toi, parce que sans toi, il n'y aura pas de projet. C'était une conf justement d'un VC qui disait, on peut lui poser la question justement, je pense, sur le bien-être ou sur la vie perso, vie pro, et il disait, nous, nos entrepreneurs, en tout cas c'est ce qu'il disait en public, c'était, on les encourage on fait attention à ce qu'ils aillent vraiment bien, et on va pas être là à les pousser à bout, parce qu'on sait que si ils partent en dépression, ou ils perdent la motive, ou problème de santé, parce que voilà, ça peut être mental, ça peut même être physique, quoi. Quand on n'est pas bien, on prend pas soin de soi. Donc tout ça pour dire que en fait, si toi t'es pas là, il n'y a pas de projet, donc prends soin de toi. Et c'est prendre soin du projet. C'est prendre soin du projet, bien sûr. Ouais, exact. Ok, ultra intéressant. Donc le karaté apporte, ça t'a quand même pas mal apporté, j'ai l'impression, donc dans ton mindset en tout cas entrepreneurial, ta vision de voir les choses. Cette question de détermination, cette question il faut toujours aller plus loin. On a un partenaire, qui parfois peut être un adversaire, mais la majorité du temps c'est un partenaire, mais il faut aller chercher plus loin, toujours... cette question de détermination, même quand on a mal, on continue. Alors, quand la souffrance est trop forte, donc on peut arrêter, mais le but de toujours se dépasser, aller au-delà de ses limites, et puis de voir une progression qui est mesurable au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des années. On a ce système de passage de grade où on voit quand même qu'on évolue, on voit les plus jeunes arriver, donc il y a l'aspect transmission. Il y a une chose aussi intéressante, je viens de penser, dans le karaté, ce qui est assez fun, c'est qu'on est tous en kimono. Et le fait qu'on soit en kimono, on ne connaît pas un peu l'origine des personnes, on ne voit pas si personne fortunée ou pas. Difficile de donner un âge quand on est en kimono. Alors bien sûr, on est capable de dire jeune adulte et senior. Ouais. Jeune senior, disons, ouais. voire senior. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un certain partage entre tous, et notamment dans les vestiaires, où après avoir galéré tous ensemble, on va discuter de plein de sujets. Et ça, je l'ai eu dans les différents clubs que j'ai pu faire. On va toujours échanger sur beaucoup de choses de la vie. Les moins jeunes vont transmettre aux plus jeunes des conseils de vie, de sagesse.
les plus jeunes vont tenir informer les moins jeunes des nouveautés, des trucs un peu à la mode, quoi. Et il y a cette notion de partage qui est hyper intéressante. Et gros parallèle, on le retrouve aussi dans l'entrepreneuriat, où régulièrement on va échanger les uns avec les autres. Il y a les entrepreneurs les plus aguerris qui vont souvent aimer aider les plus jeunes dans des programmes de mentorat, ou en se proposant d'être mentor, tout simplement. Les plus jeunes qui vont être au courant des nouvelles technologies ou quoi, et qui vont partager avec les plus aguerris. Et ça, c'est hyper intéressant. Cette notion de partage intergénérationnel, on le retrouve dans les deux, alors, probablement dans plein d'autres domaines de la vie, mais je trouve ça vraiment une des belles choses de la vie. Ouais, c'est clair. Ouais, dans le sport, c'est un des sports, du coup, alors honnêtement, je connais pas très bien. Justement, je voulais te demander que tu nous expliques un peu, je pense que c'est flou peut-être pour pas mal de gens, le karaté, donc tu as un kimono, mais est-ce que tu as, je sais même plus si tu as des gants, un casque, ou si c'est au taekwondo. Alors ça dépend des styles qu'on fait, Ok, si on en fait de la compète ou pas. Nous, en l'occurrence, moi je suis du karaté traditionnel, donc non, on n'a rien. C'est Ok. vraiment à main nue, donc il faut contrôler ses mouvements. ok, Donc au début, contrôler, on s'arrête avant, puis de plus en plus on se rapproche, jusqu'à toucher, mais sans donner de force, mais en montrant qu'on a la capacité de donner plus de force, si on veut. ok, C'est évalué lors des passages de grade, ça. ok, La vérité, j'ai fait un passage de grade hier, j'ai passé mon dernier niveau de ceinture marron, premier Q, et c'est l'une des choses qu'on m'a reproché. On m'a dit, ouais, tu n'oses pas encore aller assez à fond dans tes mouvements par peur de faire mal. Ouais. Et ouais, c'est quelque chose où en fait il faut montrer que tu touches et tu peux aller encore plus loin, tu aurais plus de force. Mais on contrôle. ok. Et c'est pied-point ou c'est Pied-point, pied-point. ouais, tout à fait, Ok. pied-point. Et parfois il y a des ratés. Ouais. Ça Ouais, m'est déjà bien, arrivé bien sûr. de prendre des coups, à saigner et tout, ça fait partie du jeu, ou le souffle coupé, il y a eu pas mal de... Ouais. Ouais. On apprend aussi. Mais toujours faire quand même attention. Mais ouais. Ok. Du coup, derrière, l'idée c'était aussi de dire, est-ce que tu peux le pratiquer, est-ce qu'un jeune de 18 ans peut le pratiquer avec une personne beaucoup plus âgée ou beaucoup plus jeune? Il y a des manières de pratiquer intergénérationnelles ou... Alors on peut tout à fait le pratiquer, et les deux auront énormément de choses à apporter. Mon prof dit tout le temps qu'on peut apprendre même d'un ceinture jaune, vraiment débutant, qui va faire des choses d'une façon novice, mais qui justement va montrer, tiens, mais naturellement il le fait de cette façon-là, tiens, j'avais pas remarqué, mais dans ma technique, moi je cherchais à le faire autrement, pourquoi? En fait c'est peut-être pas mal. Il y a beaucoup de choses que l'on voit à des niveaux plus élevés. Oui, les deux peuvent travailler sans problème. Après c'est une question de conditions physiques. Bon, les jeunes ont souvent une peu meilleure condition physique que les moins jeunes, quoique ça dépend des profils. Ouais, On a des bonnes surprises aussi parfois. Mais ouais, le karaté, on peut le pratiquer toute la vie. ok. Vraiment, on peut commencer à 4 ans et jusqu'à 80 ans. Ok. Et j'ai déjà vu, on va dire, un papy, lors d'un stage, qui renversait, donc je sais pas, il avait plus de 70 ans, et il renversait un mec de 120 kilos tranquille, sans problème. Ouais, c'est ce qui est cool dans ces sports-là, où justement ça permet d'avoir beaucoup d'échanges. Où, par exemple, si je prends mon exemple perso, j'ai fait beaucoup de rugby. En rugby, en fait, tu n'es qu'avec des gens qui ont ton âge, ta situation actuelle. Alors après, tu as toujours les coachs, les encadrants. Ouais. Sauf que tu as quand même l'image de c'est ton coach, tu vois, c'est pas ton partenaire avec qui tu vas jouer, versus le judo où aujourd'hui, tu vois, je fais pas mal de golf, où là, tu peux jouer avec, je joue avec mon grand-père et je pourrais jouer avec quelqu'un ou je joue d'ailleurs avec un ami qui a 13 ans, tu vois, et qui me bat. Et, et donc c'est ça que je trouve fou. Et ce que tu as dit dans le karaté, c'est que du coup, pendant le parcours, tu fais quoi? Tu parles de la vie, de tout, quoi. Et c'est assez enrichissant. Et c'est vrai qu'en entrepreneuriat, la force, et il y a aussi de plus en plus de choses qui sont faites là-dedans pour trouver un maximum de diversité de profils, versus, peut-être, alors je grossis très fortement les traits, mais tu vas dans un cabinet de conseil, tes collègues, c'est à peu près tous le même parcours, et voilà, tu vois, il y a moins de diversité. Je connais moins les cabinets de conseil. Pour voir, mais les profils, je veux dire, tu vois, c'est des grandes écoles, même souvent, pour faire typique un cabinet de conseil que je connais très bien à Lyon, j'ai beaucoup de mes potes qui sont allés en stage, on a tous le même parcours, la junior entreprise pour tel poste, et voilà, donc tu as beaucoup moins de diversité. Ok. Et ouais, tu disais dans le golf, donc tu en fais avec des personnes de tous les âges, et ça c'est hyper intéressant. Et pourtant, tu as des personnes qui sont beaucoup plus âgées que tu peux réussir à battre, comme tu disais, le jeune de 13 ans. Ouais. Ça, c'est hyper cool. Et dans le judo aussi, tu retrouves le judo étant un art martial, est-ce que c'est comme le karaté où tu vas réussir à trouver du travail intergénérationnel, justement? Tu peux échanger. Comparé au rugby, où, comme tu me disais, j'imagine que la carrière s'arrête à arriver peut-être à 30 ans. Autour des 30 ans, tu slow down, tu passes coach. C'est ça, alors ça dépend ton niveau, mais si on regarde les pros,
Alors aujourd'hui, je pense que c'est un peu comme dans le foot, tu vois, ça va un peu de plus en plus loin, de par, je D'accord. pense, la professionnalisation et les athlètes qui prennent vachement soin de leur corps et donc qui arrivent à avoir des carrières pardon, qui s'étendent jusqu'à 35 ans. Mhm. Donc oui, dans le rugby, voilà, tu restes dans toujours le même âge, à peu près. Après, il y a de la diversité dans les catégories, enfin, d'où vient ta famille, tes origines, tout ça, bien sûr. Et alors au judo, je pense peut-être un peu moins qu'au karaté, du fait qu'au judo, bah, c'est du corps à corps, et en fait, D'accord. la force a quand même beaucoup de... En fait, Impact. faut avoir un très bon niveau pour arriver à pas que la force rentre en jeu, si tu veux. Bah, je pense que c'est un peu comme le karaté, ce que tu expliquais, où il y a des randori, je sais pas si ça s'appelle comme ça aussi Tout au à fait, karaté, ça voilà, s'appelle exactement pareil. donc c'est les combats. Oui. Soit tu as la version compète, ou soit tu as la version peut-être plus tradie. Donc par exemple, le judo, ça se traduit concrètement par la version compète. En fait, pour ceux qui regardent le judo à la télé, ou si tu en as déjà vu, c'est la prise du kimono, c'est ce qui prend le plus de temps. En fait, quand on regarde Teddy Riner, la majorité de son temps, il le passe, quoique lui, il est assez dominant, mais si on regarde tu vois, des judokas classiques, ils se tiennent pas. Ça Mhm. s'appelle le kumikata, c'est quand tu tiens le kimono. Et dès qu'ils ont les mains, bah là, généralement, ça dure pas très longtemps, et le but, c'est d'envoyer une prise. C'est une question de force à ce moment-là, Et rapport donc de à force. ce moment-là, voilà, alors que le tradi, c'est tu te prends, il n'y a pas de bagarre de prise, et là le but c'est d'être fluide, et que s'il y a un mouvement, c'est pas de le bloquer, en mode si tu sens qu'il est placé dans le mouvement, bah tu chutes. Et moi en tout cas, j'adorais ça dans le judo, et après j'en ai fait en compète, et du coup il n'y avait plus du tout ça, et c'est ce qui m'a un peu freiné. Enfin, c'est pas que ça m'a freiné, mais je pensais que je voulais ça, parce que je recherchais justement, quand j'étais à l'inverse hyper Mhm. tradi, ça me frustrait, parce que je disais putain, ça me fait chier, je voudrais vraiment rentrer dedans et tout. Et puis après, quand j'avais totalement perdu ce côté-là, bah, j'avoue que si aujourd'hui je reprendrais, bah, j'aimerais plus aller vers ça que vers la compète, même si c'est bien de temps en temps. Mais voilà. Mais pour dire, par contre, au judo, même en compète, Ouais. moi j'avais 18 ans, je venais d'arrêter le rugby, donc j'étais encore sous assez grosse muscu, donc voilà, j'étais Mhm. pas à plaindre niveau force musculaire, et je combattais contre des gens qui avaient 40-45 ans et qui me mettaient à l'amende, hein. Donc il n'y a pas que la force, mais voilà. Exactement, et ça aussi on l'a en karaté, c'est pas les personnes qui vont avoir fait le plus de muscu, qui vont être les plus costauds, qui vont donner les meilleurs coups. Au contraire, c'est les personnes qui vont être les plus rapides, les plus fluides. Et ce concept de fluidité, il est hyper important. C'est la base de tout pour être assez fort, on va dire, en arts martiaux, du moins de ce que je connais. Et on le retrouve aussi en termes de mentalité dans l'entrepreneuriat. Dans les arts martiaux, la fluidité, ça va être ok, il faut que j'arrive à m'adapter à comment va être mon adversaire, comment il m'attaque, ok, je vois qu'il m'attaque comme ça, il a probablement plus de force que moi, mais je vais défendre, je contre-attaque là, moi je suis plus rapide, et bim, et au final, je domine le combat. Mais je m'adapte à la situation présente. J'arrive à être fluide, c'est pas qu'un rapport de force, c'est pas ça que je vais chercher, mais ça va être à enchaîner mes mouvements, à être rapide. Dans l'entrepreneuriat, la base de l'entrepreneur, ça va être de s'adapter à son milieu. Donc c'est d'avoir une certaine fluidité. On dit souvent, si la vie vous donne des citrons, bah, faites des limonades. Ouais, Cet adage qui est assez amusant, c'est vrai. il est pourtant très vrai. Et nombre de fois dans l'entrepreneuriat, il arrive quelque chose, c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce qu'on souhaitait. Et là, il faut se dire, bon, ok, ça c'est en face de moi. Alors, si je peux pas l'enlever, si je peux pas m'en débarrasser, très bien, il faut que je fasse avec. Ok, quelles sont les choses positives que je peux en tirer? En quoi, en fait, ça peut m'arriver, ça peut m'aider. Et à ce moment-là, il faut avoir une certaine confiance dans la vie. C'est un petit peu peut-être mon motto, mais toujours avoir confiance dans la vie. Si quelque chose se passe, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, il y a des événements parfois malheureusement très durs, très difficiles. Ça ne s'applique peut-être pas dans ces cas-là. Ouais. Cependant, pour pas mal de choses du quotidien, ouais, ok, si ça se passe comme ça, tiens, bah, j'ai tel rendez-vous qui s'est annulé, c'était un truc hyper important, ou moi en tout cas j'accordais de l'importance, ça s'est annulé, ou tiens, il m'arrive tel truc. C'est en loup, ça me perturbe dans mon planning que j'avais établi, dans mon fameux calendrier. C'est pour ça qu'il faut garder une certaine souplesse de calendrier aussi. Mais, ok, si ça m'arrive, très bien, bah, c'est une opportunité pour voir quelque chose de nouveau, c'est une opportunité pour faire quelque chose de différent, il faut la saisir. Mm. Et cette certaine fluidité qui est propre à l'entrepreneur, réussir à s'adapter, je trouve on peut faire un parallèle en tout cas C'est avec sûr. les arts martiaux. Et tu vois, du coup, pour parler, pour l'exemple du judo où tu es vraiment en corps à corps, on dit tout le temps faut utiliser la force de l'autre, et c'est exactement ça. Il y a un événement qui se passe, bah, tu utilises entre guillemets la force de cet événement, tu tires les points positifs.
Comme ça peut peut-être se traduire, quand tu as expliqué, je pensais souvent à la négo, tu vois, en mode, c'est comment tu arrives de faire une situation donnée, de tirer le meilleur, et en utilisant les forces de l'autre, en lui faisant, voilà, sans faire de compromis, quoi, que ce soit vraiment gagnant-gagnant, et alors qu'au final, peut-être t'imaginais pas les choses comme ça. 100%. La négo est un super exemple. Autre art martial avec lequel on fait le parallèle, l'aïkido, on utilise la force de l'adversaire pour le renverser. En égo, on peut voir quelque chose, il faut comprendre quelles sont les forces de l'adversaire pour réussir à s'adapter soi. En vente aussi, il faut comprendre quel est le besoin de l'autre, pourquoi l'autre il est là, comment je peux le satisfaire. Donc il y a une notion de visualisation de la personne en face, de compréhension, pour ensuite savoir s'adapter. En tout cas, je pense que les arts martiaux ont beaucoup à apprendre. Ça sert énormément et ça a été repris déjà maintes et maintes fois, mais il y a des belles mentalités, des beaux parallèles à faire, quoi. Mais au final, on se rend compte comme dans plein de sports, en fait. En fait, tu peux toujours trouver. On peut toujours trouver, ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est peut-être l'aspect pas psychologique, mais mental des arts martiaux. Par exemple, le code d'honneur, il y a au karaté. Alors indirectement, ouais, on l'a. Okay. Il existe. Il n'est pas aussi présent et pas présenté de la même façon qu'au judo. Okay. Mais oui, tout à fait, il y a des règles à respecter. Ouais, c'est ça, mais il y a cet aspect. Je trouve pas le mot pas psychologique, mais. Mentalité. Ouais, ça c'est fou, j'ai perdu le mot. Bon, je pense que les gens comprendront de quoi je veux parler quand ils écoutent, mais c'est l'aspect un peu. Pas psychédélique. Bon, je vais passer à autre chose, c'est pas grave. Je retrouverai tout à l'heure. Bon, est-ce que tu pourrais, on en a déjà parlé, mais de manière assez concrète, me donner un hack pour surperformer dans ton domaine? Alors, on a vu que tu avais pas mal de domaines. Si tu choisis un domaine, que ce soit le karaté, l'entrepreneuriat, l'informatique ou le e-commerce, juste un hack où tu te dis, ok, ouais, ça c'est... Ouais, j'en ai un, je pense. C'est classique, mais je vais l'illustrer d'un exemple, du coup ça aura du sens. Ok. C'est penser en dehors du cadre. Think out of the box. Ça, c'est l'un des trucs les plus importants, je pense. Quand on a débuté notre projet de site en ligne de vente de bijoux, Fantasy, on n'avait pas beaucoup d'argent. On n'avait pas d'argent. On a débuté le projet avec 133 € et moi 134, donc 267 €. Ouais, okay. Donc, je te laisse imaginer comment tu débutes une boîte avec 267 €. Et un jour, donc, on avait acheté quelques petits bijoux pour avoir un petit peu de stock. Mon associé il me dit ouais Arnaud, j'ai acheté 1000 € de matos sur Amazon. Photo. Matos photo, pour prendre en photo les bijoux. Et là je regarde, je dis mais non mais t'es pas sérieux? Je dis mais tu sais combien on a en banque? Tu sais, la banque c'était N26 sur mon téléphone. On n'avait pas d'argent pour ouvrir une autre banque. Hein. Donc on a commencé vraiment comme on pouvait. Je dis mais on n'a pas les sous pour. Il me dit non mais t'inquiète. Je dis mais qu'est-ce qu'il me fait? Il loue le matos. Il prend le matos sur Amazon, il l'achète. Il prend en photo les bijoux. Et en moins de 15 jours, il renvoie le matos en disant non en fait ça me convenait pas. Il avait donc utilisé Amazon comme plateforme de location. Ça c'est un énorme hack. Amazon, ils vont pas être contents si je dis ça, mais quand on n'a vraiment pas d'argent, on n'a pas eu le choix. Et ça, c'est un très bon hack qu'on a utilisé. On a eu donc des photos de qualité quasiment pro de nos bijoux. Et ça, au tout début du projet, d'ailleurs, on l'avait foiré le projet. On a lancé ça en octobre 2019. Pendant les 3 premiers mois, on se dit ouais, il y a le Black Friday qui arrive, il y a Noël. 0 vente. Pas une vente. Même ma famille n'a pas commandé. Personne. Pas une. Cependant, on avait nos photos de qualité hyper pro, donc mon associé après avait renvoyé le matériel photo, se fait rembourser, ok. Et ces photos-là, qui étaient de très bonne qualité, on les a gardées sur un de mes serveurs par la suite, quand on hébergeait le projet, et Google les a référencées. Et un beau jour, en plein milieu du confinement, on a une commande qui tombe, on n'y croyait plus au projet. La veille, j'étais au téléphone avec mon associé, il s'était dit tu sais que je le vis vraiment comme un échec ce projet, vraiment pas réussi et tout, faut être honnête avec soi-même, on a foiré, on n'a pas réussi à vendre en ligne. Et il me dit non, faut être un peu plus indulgent avec soi-même, tout ça. Le lendemain, je reçois la notif Stripe, vous avez fait une vente. Je dis mais c'est pas possible. Comment la personne nous a trouvés? Grâce à la photo de bonne qualité sur Google Images. Voilà comment elle nous a trouvés. Elle avait tapé la description du bijou,
Notre photo qui était de bonne qualité était apparue en haut, et hop, on a fait une vente. Ok. Et c'est comme ça qu'on a fait une première vente, on s'est dit, mais c'est dingue, attends, mais ça marche en fait, on a enfin réussi. On commence à améliorer le site, 2 ventes, on améliore encore le site, 3 ventes, et à partir de là, le projet était lancé. C'est énorme. Mais du coup, un hack, penser différemment. Et quand on n'a pas d'argent, on est obligé de penser différemment. On est obligé de voir les choses, ok, mais ça je peux pas le faire parce que j'ai pas d'argent. Ok, comment je peux me débrouiller pour? Ok. C'est marrant, j'ai une anecdote comme ça aussi sur des potes qui faisaient des listes pour les assos comme dans des écoles, une école de commerce. Et c'était sur Zalando, je crois. Pareil, ils avaient commandé tout leur merch, donc les pulls, des vestes et tout à leur couleur. Ils avaient fait le shooting photo en 3 jours. Après, ils avaient juste photoshopé leur logo un peu de partout. Ils avaient tout renvoyé. Et ils avaient des photos top pour se faire du teasing avec, tu vois, leur logo en mode putain, ils sont déjà. Enfin, voilà, les gens Voilà. pensaient qu'ils avaient déjà acheté tous leurs trucs, ils sont vraiment ultra investis. Voilà, c'est marrant. Voilà, c'est penser en dehors du cadre, quoi. Ouais, ok. Et puis quand même, tu nous as donné quand même un bon hack SEO aussi, c'est d'avoir des photos de qualité parce que ça Ouais. peut te ramener du trafic du coup. Google SEO, 3 mois. C'est à peu près ce que j'ai compris. À chaque fois que je fais quelque chose, ça met 3 mois à peu près à se connaître. Parfois c'est plus rapide, ça dépend de la notoriété, mais 3 mois. Et oui, on a utilisé un nombre de hacks, mais pas possible. En fait, ce projet de boutique en ligne, moi j'ai testé plein de trucs d'entrepreneurs dessus, blablabla. On payait des mecs sur Fiverr pour tout et n'importe quoi. Quand on payait 5 € un mec pour catapulter le SEO de notre site, on se retrouve avec des backlinks de partout, la majorité étaient toxiques d'ailleurs, il fallait tous les enlever ensuite, c'était fun. Mais ça nous a aidé, enfin, petit à petit, tout ça, ça aide, ça Ouais. contribue. Mais ouais, l'un des hacks pour le SEO, des photos de bonne qualité, Google Images, et ouais, ça peut contribuer, tout à fait. Puis après, il y a tous les hacks classiques. Ok. Est-ce que tu peux, alors tu nous as parlé de Notion, donc peut-être que ça va être Notion, mais me donner un outil que tu utilises, et d'ailleurs ça peut être un outil digital, physique, n'importe, que tu utilises et qui te donne des super pouvoirs. Le combo déjà, Notion c'est top. Notion c'est vraiment vraiment bien pour pouvoir gérer pas mal de projets en même temps et pouvoir se souvenir des différentes choses. Slack, gros adepte de Slack, Ok. avec différentes channels. C'est hyper utile parce que quand on a une discussion avec une ou plusieurs personnes, il y a plein de sujets en parallèle, et sur Slack on crée une channel par sujet et du coup on ne se voit pas dans les conversations. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Pendant longtemps j'avais le bloc-notes papier, Ok. comme tu as là. Récemment, j'ai cédé aux publicités qu'on reçoit de Remarkable, Ok. que je suis en train de tester. Et ça donne quoi? Pas convaincu. Je suis assez dur avec le produit. Pour moi, la technologie doit permettre d'aller plus loin que le monde physique. On a le monde physique, on a certaines limites. Et comment on dépasse ces limites? Grâce à la technologie. Je fais des calculs de maths, ça me prend un certain temps. Bon, l'ordinateur va plus vite que moi. Ok, je me sers de l'ordinateur pour faire mes calculs de maths. Pareil avec l'IA, maintenant avec ChatGPT. Il ne faut pas le voir en remplacement des jobs des personnes. Je ne pense pas que ce soit le cas. Cependant, ça va faciliter certains travaux. Ok, je fais mon job. Avant, ça me prenait un certain temps de faire de la recherche ou de chercher dans des livres certaines sources ou autres. Ok, ChatGPT peut m'aider. Ou tiens, je ne connais pas ce concept, il me fait un petit résumé. Ok, je vais plus vite. Un gain de temps. Remarkable, pour moi, n'arrive pas encore à aller assez loin dans le sens où c'est toujours limité à cette feuille de papier, à cette page. Et pour moi, je pensais qu'on allait avoir une page infinie et qu'on allait pouvoir écrire de manière infinie. Et en fait, non, on a une page qui scrolle infiniment, mais verticalement uniquement, et non pas de manière horizontale et verticale. Donc pour moi, c'est un peu la limitation. Je vais la retourner d'ailleurs. On a 100 jours offerts. C'est un produit qu'on ne peut pas tester en magasin, on ne trouve pas dans les distributions. Remarkable tout. Et par conséquent, on a le droit de commander, tester 100 jours, et après on renvoie ce que je vais faire. Et je suis passé chez le concurrent Amazon Scribe, beaucoup moins cher. Fonctionnalité similaire. Alors, toujours pas ma feuille de papier infinie, ça. Je ne sais pas si un jour on l'aura. J'aimerais bien, ça me paraît un peu la base quoi, de la technologie à principe. C'est sur un iPad quoi. Sinon, tu as l'iPad. Le problème de l'iPad, c'est plus les écrans. C'est encore un écran actif. Déjà que je passe pas mal de temps sur les ordinateurs, à prendre les iPhones, et si en plus on est sur l'iPad, mais je suis d'accord avec toi que l'iPad résout le problème à 100%. Là, le but c'était d'avoir un outil avec un écran e-ink pour moins abîmer les yeux, qui sont assez importants.
Moi, je connais pas bien l'outil, mais juste je sais que c'est la deuxième personne que je connais qui l'a utilisé et qui va la renvoyer. Malheureusement, c'est pas pour faire une mauvaise pub, mais c'est vrai que. Non, du tout. Pourtant, c'est un très bon outil, hyper pratique. Si les personnes ont l'habitude de prendre des notes, ça remplace très bien. Mais pour moi, d'un point de vue logiciel, ils sont pas encore allés assez loin. C'est dommage. Ça va être résolu probablement dans les mois à venir, c'est sûr. Mais ouais, j'ai même posé la question sur Reddit. Bon, voilà. Ok. Écoute, merci pour ton partage. Est-ce que tu peux nous partager, je ne sais pas si tu as préparé cette question, mais 3 emojis et nous expliquer pourquoi ces emojis-là. Elle m'a fait rire cette question quand je l'ai vue. Ouais. Je peux parler peut-être de mes emojis que j'utilise le plus. Ouais. Alors en fait, c'est des périodes aussi. C'est pareil, c'est des moments. Il y a le nouvel emoji smiley qui sourit avec la petite larme à l'œil. Ah, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai tendance souvent à l'utiliser pour du sarcasme ou autre, ou à dire quelque chose en autodérision avec le petit bonhomme qui a sa petite larme à l'œil. Je trouve ça assez fun. Donc celui-ci, j'utilise pas mal. Ok. Et je l'aime bien. Il permet de faire passer certaines choses. C'est cool, mais pas tant que ça en fait. Ouais. Bon, il y a celui. Enfin, les emojis, je les appelle par Slack 2 points joy, 2 points, donc celui où il est mort de rire, quoi, avec sa petite larme aux yeux, parce qu'il faut toujours rigoler. Et tu sais comment il s'appelle, celui avec la larme qui sourit Slide something, je crois. Je sais plus comment c'est. C'est ça que j'utilise pas. Même sur Notion, tu as les 2 points. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une présentation de l'outil parce qu'on est en train de le mettre en place, en tout cas de le tester chez Ovaly. Okay. Et du coup, je fais une démo et du coup, je montre les fonctionnalités. Puis là, je montre la fonctionnalité 2 points. Je dis, pour faire les emojis, parce que moi, je trouve ça trop bien. Mais sauf que tout le monde s'est foutu de ma gueule presque. J'abuse, mais il y a quelques rires, tu vois, pour dire, mais on s'en fout de mettre un emoji. Mais en fait, et je leur ai montré comment ça pouvait être utile dans le travail pour mettre les. Et je pense que c'est assez important. Alors déjà, il y a les emojis check, le down, là, le petit vert qui est hyper pratique. Il y a celui avec la croix rouge, etc. Et ça permet. Nous, toute notre entreprise de bijoux en ligne, on l'a bâti avec Slack en asynchrone. Mon associé, il était aux US, après il était au Canada. Donc il fallait qu'on ait un moyen de travailler avec des horaires, des fuseaux horaires vraiment différents. Et c'était en asynchrone grâce à Slack. Mais comment on exprime des choses amusantes, comment on exprime des émotions, les emojis permettent de pallier légèrement à ça. Ah, c'est clair. Et pour répondre à ta question, c'est smiling face with tear. Ok. Ouais. Pragmatique. Exactement, okay, le but c'est de pouvoir le retrouver facilement. Ok. Donc celui-ci, en 3e, j'aime bien celui avec le smiley, le sourire inversé. Ok. Il a le sourire en haut et les 2 yeux en bas. On peut le faire aussi à l'ancienne en ASCII avec une parenthèse ouvrante et 2 points. Ouais. Ça fait un smiley inversé. D'habitude, le smiley, c'est 2 points et une parenthèse fermante. On peut le faire à l'inverse. Un peu plus fun. Il y a celui le clown aussi qu'on peut mettre parfois quand on se fait troller ou il y a un truc de troll, le clown. Et après, avec Slack, on peut rajouter nos propres emojis. Alors, chez HubSpot, c'était impressionnant. Le nombre d'emojis, ils avaient tous les parrots. Ouais. Ça, je pense que c'est chaque entreprise tech qui utilise les parrots dans tous les sens, les petits parrots qui dansent, petits perroquets dansants. Ah ouais, ça c'est marrant. Je me souviens qu'à la junior entreprise aussi, on était sur Slack et il y avait un paquet de... On rigolait bien. Et ça, du coup, depuis, j'avais plus utilisé Slack. Et là, je le réutilise pour Teach, le projet... un projet avec 2 associés. Et on s'est mis sur Slack et le bonheur de revoir les emojis personnalisés. Et les emojis d'ailleurs, c'est assez important comme on en parlait, permet de véhiculer des émotions, permet donc de véhiculer le rire notamment. Et quand dans un projet avec 2 associés, on se marre, c'est fun de bosser ensemble, ce qu'on fait c'est fun, ça a des vertus assez intéressantes. Premièrement, les gens autour ils regardent et disent « Ah c'est fun, je sais pas pourquoi, mais ce qu'ils font c'est drôle, c'est sympa. » Tiens, je suis pas dans la tête des investisseurs, ils peuvent se dire, tiens, les mecs ils se marrent, ce qu'ils font c'est pas mal, on regarde, ah ouais, en plus ils se marrent les gars. En plus de ça, toi tu prends du plaisir à le faire, ta motivation elle est prolongée de plus en plus parce que c'est fun, je me marre en le faisant, c'est cool. Et nous, notre projet de site en ligne, e-commerce, ça a été que ça, on s'est marré, mais c'était vraiment des bars et des bars non-stop pendant des mois et des mois, vraiment très fun. Ok. C'est ce qui fait peut-être la réussite et la longévité aussi du projet, j'imagine. En partie. Alors, on ne peut pas rigoler tout le temps. Il y a des moments durs, certes. Mais il ne faut quand même pas oublier de la culture d'entreprise de se marrer. Okay, donc si je résume, entre guillemets, tes 3 emojis, on a celui qui sourit avec la petite larme,
le sourire inversé Yes. et le clown, c'est ça? Ou le deuxième, je sais pas, que t'es passé direct du premier Ouais, au c'est troisième, vrai. je crois. Qu'est-ce que je voulais mettre en 2? J'utilise pas mal aussi avec les doigts celui qui met, au lieu de mettre Ok. le pouce classique en mode le pouce vers le haut, je mets celui avec le cercle avec les deux doigts, Ok, qui est assez sympa. Lui. ouais, il est cool. Ok, donc il y a quand même. Donc ouais, on voit que toi, c'est c'est un important défi. de le rire, parce que du coup, tu nous as parlé de sarcasme et puis du clown. Donc ça doit Ouais, être fun de bosser avec toi. Bah, il faut rigoler, enfin, Ouais. ouais, ça n'empêche pas qu'on fait on fait du bon travail, on n'a pas besoin d'être... ça, je l'ai vu dans tellement toutes les équipes. La start-up où je bossais à Londres, on se marrait. Alors, pas tout le temps, d'accord, mais il y avait plein de fois où on rigolait, c'était cool. Ça donne une bonne ambiance, c'est sympa, on a envie d'aller au travail, tout ça. Pas obligé de voir le travail comme quelque chose de hyper sérieux, hyper carré. Ouais, Enfin, en tout cas, je ne le vois pas comme ça. Je dis pas qu'il faut faire le pitre toute la journée. ouais, Il y a c'est une ça. nuance. Ouais. Mais en rigolant par moments, c'est fun et ça met de la bonne ambiance. Tu sais ce que c'était au début, Slack? Un jeu vidéo. C'était un jeu vidéo à la base, les mecs ont créé un jeu vidéo. En fait, ils se sont rendus compte que les gens passaient la majorité du temps à chatter, à discuter entre eux dans le chat du jeu. Et à un moment donné, ils ont pivoté, ils se sont dit, bah, on va créer un outil de chat à destination des entreprises, quoi, de discussion. Et Slack est né. Et du coup, leur projet de base, ils ont mis toutes les ressources graphiques en libre accès sur Internet. Donc on les trouve. J'ai perdu le nom, malheureusement. Mais Peut-être ouais, ça se retrouve. Ouais, c'est marrant. On le mettra en note du Ouais, podcast carrément. si tu veux bien. C'est énorme. Et d'ailleurs, pour parler de Slack, je sais pas si sur tel, je crois qu'ils n'ont pas fait l'équivalent sur ordi, mais et moi j'ai vu que je les avais pas sur tous mes espaces de travail, mais justement sur celui de Teach, tu as une nouvelle fonctionnalité en mode Tinder. Je sais pas si tu l'as vu. Ah non, j'ai pas Tinder. vu ça. Alors ça s'appelle C'est Catch Up. Ouais. C'est incroyable. Enfin, je trouve ça incroyable. Ça te met toutes tes notifs. Donc tu cliques sur un petit truc Catch Up et ça fait comme des cartes que tu peux défiler soit à gauche, soit à droite. Et ça te met tous tes messages que tu n'as pas vus en fil ou en nouveau message. Et en gros, tu vas vers la gauche, tu laisses en non lu en mode tu vas t'en occuper. Et si c'est un truc où tu n'as pas besoin de répondre, tu mets en lu et ça te passe la notif. Donc comme ça, tu fais. Et tu n'as plus besoin de passer Chanel par Chanel. Ok. Tu fais tac, 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 droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et c'est fini. Ah, j'ai pas encore testé ça. Ouais, Bah, tu vois, j'ai vu demain, qu'il y était pas sur tous les. Parce que nous, du coup, tous on les a le truc workspaces. gratuit en mode essai, donc peut-être Mhm. qu'on a il te pousse un peu pour. Enfin, ouais, je te montrerai là si j'ai des Ah, mais notifs. ça, je vais la tester, ouais. Pas mal. Pas mal du tout cette Donc, feature. ok, ouais, c'est marrant de voir le pivot énorme. Voilà, donc c'est pour dire qu'en regardant en fait des stats, qu'est-ce que les utilisateurs utilisaient le plus dans leur appli, dans leur jeu, c'était le chat. Et du coup, ils se sont dit, ok, on va focus là-dessus. Et ça arrive assez souvent que ce n'est pas la fonctionnalité première que nous pensons la plus importante qui est utilisée, mais c'en est d'autres. Alors, parfois c'est le cas, mais ouais. Ouais. Ouais, et ça, c'est vrai que, comme tu dis, je pense c'est très dur dès ta première XP. Tout à l'heure, on parlait de faire, d'y aller, de pas trop se poser de questions, d'avoir ce recul de faut voir le retour des utilisateurs et tout, et c'est Ouais. peut-être après avoir cette pris des bases, justement, et se dire qu'on va d'abord commencer par qu'est-ce que les gens veulent, et surtout utilisent, parce qu'il y a parfois une différence entre ce que les gens te disent et ce qu'ils Tout font à fait. vraiment. Donc c'est bien bien. aussi d'avoir ta propre vision, mais Ben, ce qu'on dit là, c'est en gros être flexible, réussir à s'adapter. Je reviens Ouais. à notre discussion de tout à l'heure avec les arts martiaux, le parallèle. Mais c'est exactement ça, on développe quelque chose, on se rend compte que les utilisateurs utilisent quelque chose d'autre et il faut réussir à savoir s'adapter. Et dans la discovery, comme tu le dis assez justement, on demande aux utilisateurs qu'est-ce que vous aimeriez, quel est votre problème. Mais très souvent, la solution que eux envisagent n'est pas la bonne. L'exemple très connu là-dessus, c'est Ford. S'il avait demandé à l'époque aux personnes qu'est-ce qu'ils voulaient, les gens ne lui auraient jamais dit une voiture, mais lui auraient dit moi je veux plus de chevaux à ma calèche. Ils réfléchissaient en termes de carriole, de chevaux. Je veux plus de chevaux. Ah oui, mais pourquoi vous voulez plus de chevaux? Comme ça, je vais plus vite d'un point A à un point B. Ah oui, donc ce que vous voulez, c'est d'aller plus rapidement d'un point A à un point B. Mais si maintenant le problème c'était la carriole et les chevaux et qu'on remplaçait ça par autre chose qui vous permet d'aller plus vite. Ah ouais, ça, ils n'y avaient pas pensé. Donc ils exprimaient leurs besoins en fonction de ce qu'ils voyaient devant eux, ce qu'ils imaginaient de possible. de leur prisme, quoi, et Exactement. de leur connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à penser out of the box, pour se dire, ok, mais il n'y aura pas une autre façon complètement différente de résoudre ce problème-là. Et l'une des choses qui est dingue de notre époque, grâce à Internet, c'est l'intelligence collective. Et il y a des plateformes en ligne comme ça. Et j'ai un exemple. Aux US, il y avait une plateforme, je ne me souviens plus du nom, qui avait fait le buzz. Les ingénieurs de la NASA avaient exposé un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre sur des fusées ou je ne sais quoi. Mis ce problème en open access, tout le monde pouvait le voir et essayer d'y contribuer. Et il s'avère qu'un ingénieur en chimie retraité
avait pris du temps libre et avait réussi à résoudre le problème grâce à ses connaissances en fait, de chimie, d'un domaine scientifique qui n'était pas du tout celui de base utilisé par les ingénieurs de la NASA, et avait permis d'apporter une contribution significative Ok. pour la résolution du problème. Ouais, donc parfois, ouais, la solution ne vient pas de là où on l'attend. Et souvent, Exactement. c'est les meilleures solutions. Et du coup, il faut penser out of the box. Et il nous faut des outils pour ça. Il faut... Ok. Bah écoute, est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais dire, quelque chose à rajouter ou revenir sur des sujets qu'on a parlé pour compléter? Moi, ça m'est toujours pas revenu le mot que je cherchais en lien avec la spiritualité. La spiritualité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, l'aspect plus spirituel, alors je me souviens plus dans quel contexte on en parlait, mais c'était pas psy, c'était spirituel, c'est l'inverse. Voilà. Mais tu as... si, une chose... Peut-être qu'un hack que je fais, mais c'est un peu naturel, je ne sais pas comment on peut le travailler, mais réussir à faire des liens entre les différentes choses que l'on fait dans la vie. Il ne faut pas tout compartimenter, tout siloter. Mon père me donne souvent l'exemple de Napoléon, qui pour réussir à gérer différents projets, et pas non plus overstress sur chacun de ses projets, il utilisait dans sa tête un système de tiroirs. Donc on imagine qu'il mettait des choses dans un tiroir, ok, une fois que c'était terminé, le sujet, il fermait le tiroir. Mais les tiroirs restent en fait connectés entre eux. Et quand on fait quelque chose, donc on est sur un projet, on est sur un autre, et il y a des liens à faire entre tous. Et c'est comme ça qu'on arrive à penser out of the box. En faisant des liens, ouais, ok, je fais du sport, oui, ok, je vais marcher pour rentrer chez moi, mais tiens, je vois ça, et ça me fait penser à telle chose. Tiens, mais en ce moment, je résous tel problème dans mon taf, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Et parfois, en mélangeant un petit peu, en point de vue de réflexion, on peut réussir à trouver des solutions non triviales et un peu originales. Ouais. Et Ça, là-dessus, en outil, tu as déjà utilisé Obsidian ou pas? Alors non, ouais, c'est en Personal Knowledge Management System, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est un peu un. Ouais, c'est vraiment, tu peux gérer des fiches et faire des liens. Mm. J'avoue que moi, j'ai essayé, j'ai pas mal de choses dessus, mais j'ai jamais réussi à passer à l'étape d'après de faire des liens entre des fiches, en fait, en me rappelant, ah oui, j'ai écrit là-dessus, bah tiens, je vais mettre un lien. Et après, tu peux voir une map, en gros, où bah, tu imagines une toile, en fait, avec plein de trucs, et du coup, bah, quand tu cliques sur un sujet, tu as des références à droite à gauche, et ça te permet de. Bah, c'est comme ça que tu as de la créativité, enfin, développer ta créativité, des Exactement. nouvelles idées, quoi. En faisant des liens entre des idées, tu as lu un livre, un post LinkedIn, et tu as eu une discussion, et Exactement. en fait, les uns nourrissent. Mais bon, Obsidian, c'est assez dur assez dur à utiliser. Bah, cette notion de lien hypertexte, en fait, tu l'as aussi dans Notion en faisant arrobase Ouais. une autre page et tu peux faire des liens C'est comme ça, ouais. Et oui, cette notion de lien hypertexte, elle est super ancienne. Ouais. Dernière chose de laquelle je peux parler peut-être, un dernier sujet, un article LinkedIn, un post LinkedIn que j'ai vu sur les 4 chances. Tout le monde dit, ouais, la chance, ouais, moi j'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai réussi à faire ci, à faire ça. D'autres qui disent, moi j'ai jamais de chance. Et en fait, qu'est-ce que la chance? Et tu as 4 types de chance. Alors il y a la première qu'on appelle la chance, le hasard, où là c'est vraiment, ok, bah, j'hérite de tant d'argent pour X ou Y raison, je suis né dans tel milieu, dans tel pays. Bon. Nous, en l'occurrence, là, on parle français, francophone. Si on est né en France, on a déjà beaucoup de chance. Bon, ça, c'est une première chose. C'est la chance qui est en dehors de notre contrôle. Et deuxième, il y a la chance issue du mouvement. C'est le fait quand on va se déplacer, engendrer des actions, on va créer des collisions, en quelque sorte, avec d'autres personnes, avec un écosystème, etc. Et ça va provoquer des opportunités. Je vais aller parler avec telle personne, je vais rencontrer telle autre personne, tiens, parce que je me suis déplacé à tel événement, j'ai osé sortir de chez moi, je suis allé au sport, je me suis forcé à aller à telle conférence, aller à tel repas avec tes amis, j'avais pas trop envie d'aller à cette soirée, je suis fatigué ou quoi, bon je resterai pas tard mais j'y vais quand même, tiens il y a un gars que je connaissais pas, je discute avec, tiens il fait ça, c'est super important, on va se reconnecter, on prend un déj la semaine prochaine, ça provoque une chance. L'autre c'est la chance de l'awareness, quand on sait ce qu'on a autour de nous, et c'est réussir à voir les opportunités qu'il y a autour de nous. S'il se passe plein de choses, et à un moment donné où il faut juste un peu step back, pas toujours avoir la tête dans le guidon, mais se rendre compte, tiens, là il se passe quelque chose, j'ai une possibilité de rentrer dans cet écosystème-là, par exemple ça peut être l'IA aux prémices, la Generative AI, ou le Web3, etc. Ok, bah, je vais aller explorer un peu. Et la dernière, c'était la chance d'être unique. C'est le fait qu'on est comme on est, on a nos hobbies, notre style de vie. Ouais. Et ça nous identifie de manière unique.
Du coup, on a une personnalité, ça plaît pas, mais ça plaît, un peu plus abstrait. Mais les 2-3 premières, je les trouve assez intéressantes, celles notamment de bouger. Le fait de se dire la chance, les opportunités, en fait, on en a tous autour de nous, on les saisit pas tout le temps. On peut les provoquer en engendrant des actions, en allant visiter certains lieux, en sortant de chez soi, en sortant de sa zone de confort. Ah, c'est pas facile, mais ouais, c'est comme ça qu'il y a des opportunités qui vont se présenter, et après, il reste à les saisir ou non. Et parfois, faut pas trop réfléchir. Ouais. Faut foncer, on la prend et on verra bien ce que ça donne. Au pire, c'est pas grave, on reviendra en arrière. Ouais, comme on a dit tout à l'heure, la décision vaut mieux revenir en arrière que ne pas la prendre. Exactement. Ou surtout rester dans le flou si. Dans l'hésitation. Parce que souvent, j'aime bien cette notion de coût d'opportunité, justement. Exactement. Et de dire, c'est le coût que ça te coûte de ne pas prendre cette opportunité et d'attendre. Et en fait, tu perds souvent. Moi, je ne vais pas redire ce que tu as dit, mais tu perds du temps et de l'argent à ne pas prendre une décision. Exactement. C'est exactement ça. Et mieux vaut quand il y a une opportunité, ok, on la saisit ou on y va, et parfois pas trop réfléchir, un peu foncer. Je pense que ça fait aussi peut-être un peu partie de l'entrepreneur. Je ne suis pas sûr de ça. Peut-être que dans quelques années, je ne dirais pas la même chose. De la curiosité, je pense que c'est des cycles. Ouais. La curiosité, 100%, il faut être curieux. Il y a des périodes où tu explores, peut-être comme les 3 premiers mois à IF, où tu es en mode hyper divergent, pardon. Donc tu explores un max. Et après, une fois que tu as un peu toutes tes idées, tu es allé voir à droite, à gauche, tu as saisi des opportunités, hop, tu restreins un peu et là tu te focuses. Et après, tout ça, c'est des cycles plus ou moins longs, peut-être en fonction des personnes, des projets, mais... Tout à fait. Ouais, il y a des phases d'exploration et des phases d'exécution. On arrête un peu d'explorer toutes les opportunités, on se concentre, on délivre ce qu'on doit faire. Ouais. Mais même quand on est dans cette phase-là d'exécution, elle n'est pas unique, elle n'est pas à 100% exécution. Elle est peut-être à 80-90% exécution, et on garde toujours un peu d'exploration pour pouvoir s'adapter à ce qui se passe, s'il y a autre chose, quoi. Ouais. Mais ouais, la curiosité, après, c'est la base de tout. Il faut être curieux, il faut se poser des questions soi-même. Il ne faut pas hésiter à poser des questions tout le temps. C'est comme ça qu'on provoque la chance, justement. On nous enlevait la main, on nous en posait une question. Ouais, peut-être qu'on passe pour un idiot une fois, mais mieux vaut passer, c'est quoi le dicton ? C'est mieux vaut passer pour un idiot quelques secondes que de rester idiot toute sa vie. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que c'était ultra intéressant de voir toutes tes expériences, pour voir jusqu'à où on est aujourd'hui, et très intéressant aussi la partie sur le karaté, les arts martiaux. C'était très cool et ça a bien imagé en tout cas ce que je veux transmettre à travers nos échanges, donc c'est trop cool. Top. Et puis écoute, plein de bonnes choses pour la suite de Flambeau, du coup. Hâte de voir les évolutions, ce que ça va devenir, mais en tout cas le concept a l'air utile, en tout cas. Enfin, comment tu l'as décrit, moi qui suis un peu utilisateur Web3 et que je comprends à peu près le concept de pub, je trouve ça très bien. Et puis hâte d'en savoir plus. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des choses qui vont évoluer dans le futur avec Flambeau pour acquérir des nouveaux utilisateurs Web3. Mais merci à toi, Paul. Merci pour l'invitation. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère que tu as apprécié notre échange. Pour soutenir Skyrocket 21, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide à le faire connaître. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Tu peux aussi partager l'épisode à 2 amis, je suis certain qu'ils te remercieront d'avoir pensé à eux. Enfin, pour ne pas louper la sortie des nouveaux épisodes, tu peux me suivre sur LinkedIn, Paul Grévaux, j'annonce toutes les semaines les invités à venir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, garde la pêche, je compte sur toi pour tout exploser, let's go!